Un petit garçon mendiant a sauvé un millionnaire qui s'est évanoui au milieu de la rue. Lorsqu'il a demandé comment il pourrait le rembourser, l'homme riche a éclaté en larmes à la demande du garçon. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans l'agitation du terminal international de Los Angeles, le mouvement était intense en ce chaud matin de juillet. Le hall des arrivées était bondé de familles se réunissant, d'exécutifs traînant leurs valises à roulettes et de vendeurs ambulants offrant de l'eau et des collations. Au milieu de toute cette activité, la silhouette imposante de Nathaniel Emerson Whitaker se distinguait. Venant de franchir la porte d'arrivée, portant sa mallette en cuir marron et ajustant son costume impeccablement taillé, ses yeux bruns révélaient la fatigue de quelqu'un qui avait passé des heures en réunion consécutive, et ses traits montraient le poids des responsabilités qu'il portait. En traversant le hall, il vérifiait à plusieurs reprises la montre en or à son poignet, anxieux à propos du retard de son chauffeur. « Monsieur Whitaker, vous ne semblez pas bien. Dois-je appeler un autre chauffeur ?» demanda un des employés au comptoir exécutif, remarquant son visage de plus en plus pâle. De l'autre côté du hall, s'appuyant contre une colonne, le petit Ashton observait de près le mouvement des gens. Ses grands yeux expressifs, bien que marqués par la faim et la fatigue, maintenaient une lueur d'espoir. Ses vêtements en haillons et ses cheveux ébouriffés contrastaient fortement avec l'environnement luxueux du terminal international. Le garçon avait appris, après des mois passés dans la rue, que les moments les plus occupés étaient aussi ceux où certaines personnes pressées laissaient tomber des pièces de monnaie ou même leur repas partiellement consommé, ce qui pour lui signifiait la différence entre dormir affamé ou non. « Aujourd'hui, je dois obtenir quelque chose pour Béatrice », murmura-t-il pour lui-même, pensant à la femme âgée qui s'occupait des enfants à la décharge. Elle n'a rien mangé depuis hier. Nathaniel Emerson ressentit une sueur froide couler sur son front alors qu'il essayait de garder son calme. Les dernières semaines avaient été extrêmement épuisantes avec des voyages consécutifs et des réunions sans fin pour finaliser l'achat d'une nouvelle entreprise. Sa vision commençait à devenir floue et les voix autour de lui semblaient de plus en plus lointaines. Il tenta de sortir son téléphone de la poche de sa veste, mais ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine coordonner ses mouvements. « J'ai besoin de m'asseoir un peu », pensa-t-il en cherchant un banc à proximité. « J'ai juste besoin de me reposer quelques minutes. » Le petit Ashton fut le premier à remarquer lorsque l'homme d'affaires commença à tituber. Ses années dans la rue lui avaient donné un sens aigu de quand quelque chose allait se passer. Il vit la mallette exécutive glisser des mains tremblantes de l'homme, dispersant quelques papiers sur le sol. Il regarda avec une inquiétude grandissante alors que l'homme essayait de s'appuyer sur un chariot à bagages proche et mal jugeait la distance. « Quelque chose ne va vraiment pas avec cet homme », murmura-t-il pour lui-même, commençant à s'approcher prudemment. Les gens autour semblaient oblivieux au drame qui se déroulait. Les exécutifs passaient en courant, les familles traînaient leurs valises, chacun immergé dans son propre monde. Nathaniel Emerson tenta de faire un pas de plus, mais ses jambes ne répondaient plus aux commandes de son cerveau. La dernière chose qu'il remarqua fut le visage sale mais inquiet d'un garçon approchant rapidement. « Aidez-moi, s'il vous plaît, quelqu'un aide !» cria Ashton en courant vers l'homme d'affaires qui s'effondrait. Le temps sembla ralentir alors que le corps de Nathaniel Emerson plongeait vers le sol froid de l'aéroport. Ashton, poussé par un instinct qu'il ne comprenait pas lui-même, parvint à le rattraper à temps pour amortir partiellement sa chute, empêchant sa tête de frapper directement le sol. Le contraste entre les vêtements coûteux de l'homme d'affaires et les haillons en lambeaux du garçon ne pouvait pas être plus grand, mais à ce moment-là, cela importait peu. « Monsieur, pouvez-vous m'entendre » insista Ashton en tapotant doucement le visage inconscient de l'homme d'affaires. La foule commença finalement à remarquer ce qui s'était passé, formant un cercle autour des deux. Certains sortirent leur téléphone pour filmer, d'autres chuchotèrent entre eux, mais personne ne prit l'initiative d'aider. Ashton, réalisant qu'il devrait faire quelque chose de plus, commença à fouiller les poches de la veste de l'homme d'affaires à la recherche d'un téléphone portable. « Gamin, écarte-toi de lui !» cria un des agents de sécurité de l'aéroport en s'approchant à grands pas. « S'il vous plaît, il a besoin d'aide. »« J'essaie juste de trouver son téléphone pour appeler une ambulance », expliqua Ashton, sa voix tremblante de nervosité. Il localisa finalement l'appareil dans la poche intérieure de la veste. Le petit mendiant savait qu'il n'avait que quelques secondes avant que les gardes ne l'atteignent. Avec des doigts agiles, il réussit à déverrouiller le téléphone, une compétence qu'il avait apprise en observant les gens à l'aéroport, et composa rapidement le numéro d'urgence. Son cœur battait la chamade, partagé entre la peur d'être expulsé ou même arrêté et une véritable inquiétude pour l'homme inconscient devant lui. « Urgence, bon après-midi. Quelle est votre situation ?»
répondit une voix de l'autre côté de la ligne. S'il vous plaît, il y a un homme qui s'est évanoui à l'aéroport. Il est très pâle et ne répond pas. Nous avons besoin d'une ambulance de toute urgence, expliqua-t-il, ses mots dévalant alors que les gardes de sécurité s'approchaient de plus en plus. La scène qui se déroulait au terminal international était devenue un spectacle involontaire. D'un côté, l'homme d'affaires réussit inconscient sur le sol, de l'autre, le petit mendiant sale et en haillons tenant un téléphone de pointe et essayant désespérément d'obtenir de l'aide. Les gardes de sécurité, maintenant à quelques pas, regardaient avec suspicion, essayant de décider s'il s'agissait d'une tentative de vol ou d'un acte de gentillesse authentique. « L'ambulance est en route, ne bougez pas la victime », instruisit l'opératrice. « Restez en ligne et informez-moi s'il y a un changement dans son état. » Ashton tenait fermement le téléphone, ignorant les regards de jugement autour de lui. Ses yeux étaient fixés sur le visage pâle de l'homme d'affaires tandis qu'il murmurait une prière ancienne qu'il avait apprise de Béatrice. Que Notre-Dame de Béatrice protège cet homme et permette à l'aide d'arriver à temps. Le cercle de spectateurs autour de l'homme d'affaires inconscient commença à se disperser lentement, comme si la peur d'une certaine implication était plus grande que la préoccupation pour un être humain tombé. Nathaniel Emerson resta immobile sur le sol froid de l'aéroport, sa respiration lourde étant le seul signe visible de vie. Ashton, toujours tenant le téléphone avec des mains tremblantes, remarqua les regards de méfiance qui se multipliaient autour de lui. Ses vêtements en haillons et son apparence sale contrastaient violemment avec l'environnement poli du terminal international, poussant beaucoup des présents à instinctivement tenir leur sac et portefeuille plus près d'eux. « Écartez-vous, laissez le garçon aider », cria une dame âgée de la foule. La seule voix qui semblait comprendre la véritable intention du petit garçon. Les gardes de sécurité de l'aéroport approchèrent avec des pas lourds et déterminés, leurs mains reposant sur les matraques attachées à leur ceinture. Le plus grand d'entre eux, avec une moustache épaisse et un regard sévère, gardait les yeux fixés sur les mains d'Ashton qui tenait toujours le téléphone dernier modèle de l'homme d'affaires. La tension dans l'air était palpable et le petit mendiant pouvait sentir son cœur battre de plus en plus vite contre sa poitrine. « Gars, pose ce téléphone par terre et écarte-toi de l'homme immédiatement », ordonna le garde moustachu, sa voix chargée d'autorité et de préjugés. « S'il vous plaît, monsieur, l'opératrice dit que l'ambulance est en route. » « Ils ont besoin de savoir comment il va », implora Ashton, sa voix tremblante de nervosité alors qu'il essayait d'expliquer la situation à l'opératrice de l'autre côté de la ligne. Le son des sirènes commença à résonner au loin, mais pour Ashton, les secondes semblaient s'étirer comme des heures. Ses mains moites pouvaient à peine tenir le téléphone alors qu'il essayait de rester calme et de transmettre les informations nécessaires à l'équipe d'urgence. Les gardes avaient formé un demi-cercle autour de lui, leurs expressions montrant clairement leur incrédulité face à l'histoire du garçon. « Madame, il ne me croit pas. S'il vous plaît, dites-leur que l'ambulance arrive », implora Ashton à l'opératrice, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Un des gardes plus jeunes s'approcha enfin, s'agenouillant à côté de Nathaniel Emerson pour vérifier ses signes vitaux. Son visage montrait de l'inquiétude alors qu'il remarquait la pâleur et la sueur froide qui couvraient le front de l'homme d'affaires. À ce moment-là, la foule qui s'était précédemment éloignée commença à se regrouper, maintenant avec un mélange de honte et de curiosité dans leurs yeux. « Chef, l'homme ne va vraiment pas bien. Sa tension doit être très basse », informa le jeune garde, validant enfin l'inquiétude d'Ashton. Le son des sirènes se rapprochait de plus en plus, mais la tension dans l'air ne diminuait pas. Une employée de l'aéroport arriva en courant avec une petite trousse de premier secours, ses talons aiguilles résonnant sur le sol en marbre. Elle s'agenouilla à côté de l'homme d'affaires, lançant un regard de surprise et d'admiration à Ashton, qui maintenait toujours la connexion avec la ligne d'urgence. « Comment as-tu su comment déverrouiller le téléphone ?» demanda le garde moustachu, sa méfiance toujours évidente dans sa voix. Les ambulanciers firent finalement irruption dans le hall de l'aéroport, poussant une civière et portant du matériel d'urgence. Leurs uniformes blancs et leurs mouvements précis contrastaient fortement avec la confusion qui régnait quelques minutes auparavant. Ashton tenta de s'approcher pour expliquer la situation, mais fut brusquement repoussé par un des gardes. « Garde tes distances, gamin. Laisse les professionnels faire », ordonna le garde, sa main lourde posée sur l'épaule mince du garçon. L'équipe médicale travailla efficacement, vérifiant les signes vitaux de Nathaniel Emerson et le préparant pour le transport. Ashton observa tout avec un mélange d'inquiétude et de soulagement, tenant toujours le téléphone qui était maintenant silencieux, l'appel d'urgence déjà terminé. Ses yeux ne quittèrent jamais le visage pâle de l'homme d'affaires alors qu'il murmurait des prières apprises de Béatrice. Chute sévère de la tension artérielle. « Nous devons le prendre immédiatement »,
annonça un des ambulanciers en commençant à lever Nathaniel Emerson sur la civière. Un des ambulanciers plus âgés regarda avec dédain les vêtements sales d'Ashton, plissant le nez comme s'il sentait quelque chose de désagréable. Le garçon tenta d'avancer pour remettre le téléphone, mais fut de nouveau empêché, cette fois avec encore plus de force. « Sors d'ici, sale gamin. Tu veux contaminer le patient avec tes maladies. Les gens comme toi n'apportent que des problèmes. Un mendiant dégoûtant comme toi ne peut pas s'approcher de l'ambulance, » cria l'ambulancier avec mépris, arrachant violemment le téléphone des petites mains tremblantes d'Ashton. Les larmes qu'il avait réussi à retenir jusque-là commencèrent à couler sur son visage sale, laissant des traces propres sur ses joues. La foule, qui le regardait auparavant avec méfiance, semblait maintenant divisée entre la honte et l'indignation face au traitement qu'il avait reçu. « Mais je voulais juste aider », murmura Ashton, sa voix presque inaudible alors qu'il regardait l'équipe médicale partir rapidement avec Nathaniel Emerson. Le hall de l'aéroport revenait progressivement à sa routine normale comme si de rien n'était. Les gardes de sécurité reprenaient leur position, les passagers retournaient à leurs préoccupations concernant leurs bagages et les horaires des vols. Seul Ashton restait debout, les yeux fixés dans la direction par laquelle l'ambulance était partie, le cœur serré par un mélange d'inquiétude pour l'homme qu'il avait essayé d'aider et de tristesse face au traitement qu'il avait reçu. « Je dois savoir s'il va bien », décida le garçon, essuyant les larmes avec la manche sale de son t-shirt et commençant à marcher vers la sortie de l'aéroport. L'ambulance traversa les rues animées de la ville, ses sirènes coupant l'air matinal. Ashton, poussé par une force qu'il ne comprenait pas lui-même, commença à courir après le véhicule. Ses pieds nus frappaient l'asphalte chaud, ignorant la douleur et la fatigue. Le garçon connaissait bien ces rues, avait mémorisé tous les raccourcis possibles durant son mois de vie sur les trottoirs, et utilisait maintenant ce savoir pour essayer de ne pas perdre de vue l'ambulance transportant Nathaniel Emerson. « Je dois savoir s'il va bien », haletait Ashton entre de grands pas. « Béatrice dit toujours que nous devrions finir ce que nous commençons. » Les gens sur le trottoir se dégageaient en voyant le garçon courir, certains effrayés, d'autres dégoûtés, mais la plupart avec une indifférence complète. La sueur coulait sur son visage sale, se mêlant aux larmes qui tombaient encore obstinément. Ses poumons brûlaient à force d'efforts, mais il refusait de s'arrêter. À chaque coin, l'ambulance semblait s'éloigner un peu plus, mais Ashton connaissait le chemin vers l'hôpital. « Gamin, arrête de courir comme un maniaque », cria un vendeur de rue lorsqu'Ashton faillit renverser son étal de fruits. Le soleil du matin était déjà impitoyablement brûlant. Lorsqu'Ashton aperçut enfin l'hôpital au loin, c'était un bâtiment imposant aux murs blancs et aux fenêtres miroirs reflétant la lumière du jour. L'ambulance était déjà entrée dans la zone d'urgence et le garçon dut s'arrêter un instant pour reprendre son souffle, ses jambes tremblant de l'effort de la course. « Monsieur, s'il vous plaît, je dois savoir comment va l'homme qui vient d'arriver », implora Ashton au garde de sécurité du parking, sa voix brisée par sa respiration haletante. Le garde regarda le garçon avec un mélange de dédain et d'irritation, sa main se déplaçant instinctivement vers la matraque à sa ceinture. Ashton connaissait déjà ce regard, le même qu'il recevait chaque jour dans la rue, le regard qui disait qu'il ne méritait pas d'être là, que sa présence était une menace, une tache sur le paysage ordonné de la ville. « Sors d'ici, sale gamin. C'est un hôpital pour les riches et les gens importants, pas un endroit pour un mendiant sale comme toi. Tu veux voler les patients, c'est ça? Retourne à la poubelle d'où tu viens, » grogna le garde, avançant de manière menaçante vers le garçon effrayé. À l'intérieur de la salle d'urgence, à travers les portes vitrées, Ashton pouvait voir l'activité de l'équipe médicale autour de la civière où Nathaniel Emerson était allongé. Son cœur se serra en réalisant que l'homme d'affaires était toujours inconscient, sa peau encore plus pâle sous les lumières fluorescentes de l'hôpital. « S'il vous plaît, je veux juste savoir s'il va bien. Je suis celui qui a appelé l'ambulance », essaya d'expliquer Ashton, sa voix étranglée par l'émotion. Une infirmière passant par l'entrée de l'hôpital s'arrêta un instant, observant la scène. Son visage montrait un conflit interne entre compassion et les règles de l'établissement. Finalement, elle s'approcha du garçon en gardant une distance qui rendait la barrière sociale entre eux évidente. « Il est bien pris en charge. Vous pouvez être tranquille maintenant, il est préférable que vous partiez, » dit-elle, son ton plus doux que celui des gardes mais tout aussi ferme. Le ventre d'Ashton gargouillait de faim, lui rappelant qu'il n'avait rien mangé depuis la veille. Le soleil était maintenant à son zénith, faisant de l'asphalte du parking une plaque chauffante sous ses pieds nus. Pourtant, le garçon refusa de partir, choisissant un endroit ombragé sous un arbre d'où il pouvait observer l'entrée de l'hôpital. « Je ne partirai pas d'ici tant que je ne suis pas sûr qu'il aille bien », murmura-t-il pour lui-même, s'appuyant contre le tronc de l'arbre. Les heures s'étiraient lentement.
Ashton observait l'arrivée et le départ des gens bien habillés entrant et sortant de l'hôpital, les voitures de luxe se garant et repartant. Son estomac continuait de protester et sa soif commençait à se faire sentir, mais il restait ferme dans sa décision. La véritable gentillesse n'attend aucune récompense. Les mots de Béatrice résonnaient dans son esprit. Combien de temps encore ce salaud va-t-il rester là? Entendit le garde commenter à un collègue, jetant des regards irrités dans sa direction. L'après-midi commençait à tomber quand Ashton remarqua une autre agitation à l'entrée de l'hôpital. Les médecins et les infirmières discutaient animément et il capta des fragments de conversation à propos de l'homme d'affaires du matin, répondant bien au traitement. Un petit sourire se forma sur ses lèvres gercées et assoiffées. « Grâce à Notre-Dame de Béatrice », murmura-t-il en faisant le signe de la croix comme il avait appris. Même avec la confirmation que Nathaniel Emerson allait mieux, Ashton décida de rester à son poste d'observation alors que la nuit approchait, apportant avec elle le froid caractéristique des rues de Los Angeles. Le garçon se blottit, serrant ses propres genoux pour essayer de se réchauffer, ses yeux lourds fixés sur l'entrée de l'hôpital. Si Béatrice était là, elle comprendrait pourquoi je dois rester, pensa-t-il, repoussant le sommeil. Un nouveau garde prit le relais, remplaçant le précédent. Celui-ci semblait encore plus irrité par la présence du garçon et s'approcha avec des pas lourds et menaçants. Ashton se recroquevilla davantage, se préparant à un autre rejet, un autre moment d'humiliation. « Écoute-moi bien, sale gamin. J'en ai marre de ton visage sale à traîner ici. Si tu ne disparais pas dans les 5 prochaines secondes, j'appellerai la police pour te jeter en cellule et plus personne n'entendra jamais parler de toi. Espèce de verre, ce n'est pas une décharge humaine. » cria le garde en avançant avec sa matraque levée contre le garçon terrifié. Le premier rayon du soleil du lendemain matin trouva Nathaniel Emerson Whittaker en train de terminer la signature de ses papiers de sortie médicale. La couleur était revenue sur son visage et ses yeux montraient une lucidité renouvelée après le traitement de sa chute de tension artérielle. Ajustant la cravate du costume que son assistant avait apporté pendant la nuit, l'homme d'affaires tenta d'organiser dans son esprit les événements confus de la veille. Il se souvenait vaguement d'un garçon, mais les souvenirs étaient flous comme un rêve lointain. « Monsieur Whittaker, êtes-vous sûr de ne pas vouloir attendre l'arrivée de votre chauffeur » demanda l'infirmière inquiète en voyant l'homme d'affaires se diriger vers la sortie de l'hôpital. Le soleil était déjà haut lorsque Nathaniel Emerson franchit les portes automatiques de l'hôpital, respirant profondément l'air matinal. Ses yeux balayaient le parking lorsqu'il s'arrêta soudainement sur une petite silhouette frêle recroquevillée sur un banc près de l'entrée. C'était Ashton, dormant d'un sommeil agité, ses vêtements sales couverts de rosée matinale. Le garçon tremblait légèrement, serrant ses genoux dans une tentative instinctive de se protéger du froid. « Mon Dieu, il est resté ici toute la nuit », murmura Nathaniel Emerson pour lui-même, une vague d'émotion envahissant sa poitrine. Les souvenirs de la veille commencèrent à s'organiser dans son esprit comme des pièces de puzzle. L'évanouissement à l'aéroport, le téléphone utilisé pour appeler à l'aide, le garçon courant après l'ambulance. Chaque détail revenait avec une clarté douloureuse, surtout la façon dont Ashton avait été traité par tout le monde. Nathaniel Emerson s'approcha prudemment du banc, remarquant les marques de larmes séchées sur le visage sale du garçon. Comment quelqu'un d'aussi petit peut-il avoir une telle volonté, pensa l'homme d'affaires, retirant sa veste et couvrant doucement les épaules du garçon. Le toucher doux du tissu fit sursauter Ashton, le réveillant. Ses grands yeux s'ouvrirent dans un mélange de peur et de confusion. Pendant un moment, il fut paralysé en reconnaissant l'homme debout devant lui, craignant que ce ne soit qu'un autre rêve causé par la faim et la fatigue. Nathaniel Emerson sourit doucement, essayant de transmettre de la tranquillité au garçon clairement effrayé. « N'aie pas peur, garçon. Je me souviens de ce que tu as fait pour moi hier. »« Comment t'appelles-tu » dit l'homme d'affaires, sa voix chargée de gratitude. Les mots gentils remplirent les yeux d'Ashton de larmes. « Ça fait combien de temps que quelqu'un m'a parlé comme ça » pensa-t-il. Le garçon tenta de se lever rapidement, mais ses jambes engourdies par la position inconfortable de la nuit le trahirent, le faisant tituber. Nathaniel Emerson le soutint promptement, tenant fermement ses épaules fines. « Mon nom est Ashton. Est-ce que vous allez vraiment bien, monsieur ? J'étais tellement inquiet, s'exclama Ashton, sa voix rauque de soif. Le ventre du garçon gargouillait bruyamment, trahissant les longues heures sans nourriture. Nathaniel Emerson sentit son cœur se serrer en remarquant les signes évidents de malnutrition dans le petit corps d'Ashton. Ses côtes étaient visibles à travers sa chemise en haillons et ses poignets étaient trop fins pour un enfant de son âge. « Quand as-tu mangé quelque chose pour la dernière fois ?» demanda l'homme d'affaires, déjà sortant son téléphone portable de sa poche pour passer un appel.
Ashton baissa les yeux, honteux, ses doigts jouant nerveusement avec le collier qu'il portait autour du cou, un réflexe d'anxiété que Nathaniel Emerson avait remarqué. Le garçon semblait lutter intérieurement entre l'honnêteté et la peur de paraître intéressé. « Ça fait 2 jours, monsieur, mais ne vous inquiétez pas, je suis habitué, » répondit Ashton en essayant de sourire malgré la faim qui le consumait. Un garde de sécurité s'approcha avec des pas déterminés, probablement le même qui avait menacé Ashton pendant la nuit. Son visage montrait clairement sa déception de voir le garçon parler au patient qui venait d'être sorti. Nathaniel Emerson remarqua l'approche et se positionna instinctivement entre le garde de sécurité et Ashton, son corps servant de bouclier protecteur. « A-t-il un problème, monsieur? Ce garçon vous dérange-t-il » demanda le garde de sécurité, lançant un regard menaçant à Ashton avec indignation dans les yeux de Nathaniel Emerson, qui se tenait debout à toute sa hauteur, sa présence imposante faisant reculer le garde d'un pas. L'homme d'affaires garda sa voix contrôlée, mais ses mots portaient un poids qui ne laissait aucun doute sur son autorité. « Vous osez traiter comme un criminel le garçon qui m'a sauvé la vie. Il a montré plus de dignité et d'humanité que vous tous réunis. Je suis Nathaniel Emerson Whittaker et je vous assure que le conseil d'administration de l'hôpital saura comment vos employés traitent un enfant innocent qui a passé toute la nuit ici, inquiet pour ma vie. La seule personne qui mérite d'être expulsée d'ici est celui qui l'a menacé, » tonna l'homme d'affaires, sa voix puissante résonnant dans le hall alors que son regard perçant rendait le garde de sécurité pâle et le fit reculer de plusieurs pas. Ashton regarda la scène avec de grands yeux, à peine croyant que quelqu'un le défendait réellement. La veste coûteuse couvrait toujours ses épaules et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment protégé. Nathaniel Emerson se tourna vers lui, son visage s'adoucissant instantanément. « Sortons d'ici, Ashton. Tu dois manger quelque chose et ensuite nous parlerons de la meilleure façon de te remercier correctement pour avoir sauvé ma vie, » dit l'homme d'affaires en tendant la main au garçon. « Viens, Ashton. Mon chauffeur arrive et je vais t'emmener prendre un bon petit déjeuner, » déclara l'homme d'affaires en guidant le garçon vers l'entrée du parking. La voiture luxueuse de Nathaniel Emerson approchait silencieusement, sa peinture noire brillant sous le soleil du matin. Ashton hésita un instant, n'ayant jamais été si proche d'un véhicule aussi impressionnant. Ses mains sales faisaient un contraste choquant avec les sièges en cuir poli. « Ne t'inquiète pas pour la voiture, Ashton. Ce ne sont que des choses matérielles, » rassura Nathaniel Emerson, remarquant le malaise du garçon alors que le chauffeur manœuvrait pour quitter le parking. Ashton regarda par la fenêtre et vit le garde de sécurité de l'hôpital toujours debout à l'entrée, son visage masquant l'inquiétude. Le garçon s'installa dans le siège moelleux, se sentant déplacé au milieu d'un tel luxe. « Monsieur, pourquoi êtes-vous si gentil avec moi » demanda Ashton, sa voix à peine audible. Nathaniel Emerson observa le garçon un instant avant de répondre. « Parce que tu m'as montré que la véritable gentillesse existe encore, Ashton. Maintenant, parle-moi un peu plus de Béatrice et de l'endroit où tu vis, » demanda-t-il. Ashton hésita un instant, ses doigts serrant nerveusement le collier. Il y avait tant à dire, mais aussi tant de choses qui l'effrayaient de révéler. Finalement, rassemblant son courage, il commença. « C'est un endroit qu'on appelle la décharge, monsieur. Béatrice s'occupe de tous les enfants là-bas, même quand il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Et ce collier semble avoir une histoire intéressante ?» commenta Nathaniel Emerson, remarquant comment Ashton ramenait instinctivement sa main vers l'objet chaque fois qu'il devenait nerveux. La voiture de Nathaniel Emerson passa par les imposantes portes en fer du manoir, révélant un jardin méticuleusement entretenu qui s'étendait sur des centaines de mètres. Ashton observa tout avec de grands yeux, n'imaginant jamais que de tels lieux grandioses existaient. Les fleurs colorées et les fontaines d'eau cristalline semblaient tout droit sorties d'un rêve, un contraste brutal avec la réalité de la décharge qu'il connaissait si bien. L'homme d'affaires regarda les réactions du garçon du coin de l'œil, ressentant un mélange de fierté et de malaise face à la véritable stupéfaction sur son visage. « C'est comme un palais des contes de Béatrice », murmura Ashton, ses doigts sales laissant des traces sur la vitre alors que la voiture approchait de l'entrée principale. Une femme élégante apparut à la porte du manoir, Evangeline aux sornes de Whittaker resplendissante dans sa robe en soie bleue, ses cheveux foncés parfaitement coiffés et son maquillage impeccable. Cependant, ses yeux montraient un éclat d'irritation à la vue d'un enfant en haillons dans la voiture de son mari. « Nathaniel, mon amour, j'ai tellement été inquiète », s'exclama Evangeline en descendant les marches de marbre avec grâce étudiée. Le moment où Evangeline s'approcha de la voiture sembla s'étirer à l'infini. Ses yeux foncés rencontrèrent ceux d'Ashton et quelque chose d'étrange se produisit.
Le garçon sentit un frisson glacial descendre le long de sa colonne vertébrale, une sensation familière et terrifiante. Le collier autour de son cou semblait peser une tonne et ses mains commencèrent à trembler involontairement. « Mon cher, qui est cet enfant ?» demanda Evangeline, sa voix aussi douce que du miel empoisonné. Nathaniel Emerson commença à expliquer l'histoire de l'évanouissement et du sauvetage, mais ses mots furent interrompus par un cri strident. Evangeline avait finalement remarqué le collier autour du cou d'Ashton et sa réaction fut instantanée. Ses yeux roulèrent en arrière et son corps élégant s'effondra comme une poupée de chiffon sur les marches du manoir. « Nathaniel Emerson !» cria Evangeline en se précipitant pour aider sa femme. Ashton resta paralysé à l'intérieur de la voiture, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Il reconnaissait ce visage, cette voix, les souvenirs qu'il avait essayé si fort de réprimer commencèrent à refaire surface comme des bulles dans de l'eau bouillante. La décharge, les cris, les menaces, tout commençait à avoir un sens. « J'ai besoin d'eau », murmura Evangeline, reprenant conscience dans les bras de son mari, ses yeux rencontrant à nouveau ceux d'Ashton avec un éclat que seul le garçon reconnaissait. Le personnel de maison se déplaça rapidement, apportant de l'eau et des sels aromatiques. Evangeline fut emmenée à l'intérieur du manoir, jouant parfaitement le rôle d'une épouse fragile et inquiète. Ashton observa tout depuis la voiture, tout son corps tremblant de peur, bien au-delà du moment présent. « Ça a dû être le choc et l'inquiétude, mon amour », expliqua Evangeline déjà assise sur le canapé dans le salon principal, sa voix mélodieuse masquant une menace que seul Ashton pouvait percevoir. Nathaniel Emerson, véritablement préoccupé par sa femme, ne remarqua pas la tension croissante entre elle et le garçon. Ashton resta près de la porte, ses doigts serrant le collier nerveusement tandis qu'Evangeline le regardait avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Chérie, pourquoi ne laisses-tu pas le garçon prendre un bain ? Je peux m'occuper de tout pendant que tu te reposes de l'hôpital, » suggéra Evangeline, sa voix mielleuse cachant des intentions sinistres. L'homme d'affaires sourit, touché par la bonté apparente de sa femme. Cependant, Ashton sentit son sang se glacer. Le sourire d'Evangeline cachait des secrets qu'il connaissait trop bien, des secrets qui faisaient que la décharge semblait être un paradis en comparaison. « N'est-ce pas merveilleux, Ashton ? Evangeline prendra soin de toi, » dit Nathaniel Emerson, complètement inconscient de la terreur dans les yeux du garçon. Evangeline se leva gracieusement du canapé, s'approchant d'Ashton avec des pas calculés. Ses yeux, autrefois doux devant son mari, portaient maintenant un avertissement silencieux que le garçon connaissait bien. Le collier pesait comme du plomb autour de son cou. « Nous allons nous amuser tellement, n'est-ce pas, petit Ashton ?» dit Evangeline, sa main délicate reposant sur l'épaule du garçon comme une griffe déguisée. Nathaniel Emerson regardait la scène avec satisfaction, interprétant les tremblements d'Ashton comme de la timidité. Le garçon ouvrit la bouche pour parler, pour crier la vérité, mais les mots moururent dans sa gorge à la vue de l'éclat meurtrier dans les yeux d'Evangeline. « Quel collier intéressant que tu as là, accroché à ton cou sale, petite rongeuse de décharge. Plus tard, nous aurons une conversation très privée à ce sujet et si ta bouche dégoûtante ose dire quoi que ce soit, toi et tes amis de la décharge apprendraient vraiment ce que signifie souffrir, » murmura Evangeline avec un sourire diabolique, ses ongles parfaits s'enfonçant dans la chair maigre du garçon. Quelques minutes plus tard, dans le salon luxueux du manoir, Evangeline reposait gracieusement sur le canapé en velours rouge, une compresse délicate sur le front tandis que Nathaniel Emerson tenait sa main avec inquiétude. Ashton restait debout près de la porte, son petit corps tendu comme une corde de violon sur le point de se rompre. Les domestiques se déplaçaient silencieusement, apportant de l'eau et du thé tout en jetant des regards curieux au garçon de la décharge sale qui avait réussi à entrer dans ce sanctuaire de richesse. « Ça a dû être tout le stress des derniers jours, mon amour, » murmura Evangeline, sa voix mélodieuse teintée d'une fragilité fausse. « J'ai travaillé si dur sur le projet social, » ajouta Nathaniel Emerson en glissant doucement une mèche des cheveux impeccables de sa femme, complètement captivé par sa performance impeccable. Ashton regardait la scène avec un mélange de fascination et de terreur, reconnaissant la maîtrise avec laquelle Evangeline manipulait son mari. Le collier autour de son cou semblait brûler sa peau chaque fois que les yeux de la femme se tournaient dans sa direction. « Chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire », commença Nathaniel Emerson, sa voix douce mais résolue. « Ce garçon, Ashton, m'a sauvé la vie hier. Sans lui, j'aurais pu mourir à l'aéroport. » Evangeline se leva légèrement sur le canapé, ses yeux sombres brillant d'une émotion qu'Ashton ne pouvait identifier que comme dangereuse. Son masque de femme dévouée était parfaitement en place lorsqu'elle répondit « Oh mon Dieu, alors nous devons tout cela à ce petit ange. »
Les longs doigts élégants d'Evangeline s'entrelacèrent avec ceux de son mari alors qu'elle poursuivait sa performance, son visage affichant une inquiétude si convaincante que même le personnel de maison le plus ancien, habitué à ces jeux de manipulation, semblait touché par la scène. « Nathaniel, mon amour, nous ne pouvons pas laisser cet enfant retourner dans la rue, » déclara-t-elle, sa voix tremblante à la mesure exacte de ce qu'elle disait, « après tout ce qu'il a fait pour toi, pour nous. » Ashton sentit son cœur s'accélérer encore plus rapidement. Chacun des mots d'Evangeline portait une signification cachée, une menace voilée que lui seul pouvait comprendre. Le garçon savait qu'il était attiré dans une toile dangereuse, mais il n'avait pas la force de résister. « En fait, chérie, je pensais exactement la même chose, » répondit Nathaniel Emerson en souriant avec une gentillesse authentique. « Nous pourrions lui offrir une des chambres d'amis, lui donner une chance de mieux vivre. » Evangeline se leva avec un mouvement gracieux comme un serpent sur le point de frapper. Son approche fit instinctivement rappeler à Ashton l'huile, mais elle l'avait déjà atteint, enveloppant ses épaules fines dans une étreinte qui semblait aimante aux yeux de tous sauf du garçon. « Quelle idée merveilleuse, mon amour! Je m'occuperai de tout moi-même, » s'exclama-t-elle, ses ongles parfaitement manucurés effleurant de manière menaçante le cou d'Ashton. Le personnel reçut immédiatement des ordres pour préparer la chambre la plus proche du bureau d'Evangeline. Ashton observait l'activité avec une appréhension grandissante alors que la femme donnait des ordres avec l'efficacité d'un général sur le champ de bataille. « Nous aurons besoin de nouveaux vêtements, de produits de toilette de la meilleure qualité, » déclara Evangeline, son sourire éblouissant masquant des intentions sinistres. « Après tout, il fait maintenant partie de la famille. » Nathaniel Emerson embrassa sa femme, profondément ému par sa bonté apparente. Cependant, Ashton pouvait voir l'éclat calculateur dans ses yeux, la planification silencieuse de quelque chose de terrible à venir. « Viens, petit Ashton, je vais te montrer ta nouvelle chambre, » dit Evangeline en tendant sa main parfaitement manucurée au garçon. La chambre d'amis était plus grande que toute la zone où Ashton dormait auparavant à la décharge. Les murs bleu doux, le lit king size avec des draps en coton égyptien et les meubles en bois fin créaient un environnement qui semblait tout droit sorti d'un rêve ou d'un cauchemar, selon le point de vue. « N'est-ce pas merveilleux comment le destin nous a réunis ainsi ?» murmura Evangeline, sa voix désormais chargée d'une menace qui fit trembler Ashton. « Je suis sûr que nous serons une famille très intéressante. » Nathaniel Emerson regardait la scène depuis l'embrasure de la porte avec des larmes aux yeux, interprétant les tremblements d'Ashton comme de l'émotion face à une telle bonté. L'homme d'affaires ne pouvait pas voir la terreur dans les yeux du garçon ni la cruauté voilée dans le sourire de sa femme. « Je vais organiser demain pour qu'il commence une nouvelle vie, » déclara Evangeline, déjà en train de planifier chaque mouvement de son jeu macabre. « Ce sera comme s'il renaissait. » Le personnel entra et sortit de la chambre, apportant des serviettes en peluche, des robes douces et des produits de toilette coûteux pour Ashton. Chaque article de luxe était comme un nouveau maillon dans la chaîne qui commençait à se refermer autour de lui. « Et maintenant, ma petite rongeuse de décharge, » murmura Evangeline avec un sourire diabolique, tirant violemment sur le collier autour du cou d'Ashton. « Tu es exactement où je te veux. Chaque souffle que tu prends, chaque pas que tu fais dans cette maison sera surveillé par moi et si tu oses ouvrir cette bouche sale, je m'assurerai personnellement de détruire chacune de ces vies misérables à la décharge, en commençant par cette vieille idiote Béatrice, et tu le verras tout en étant impuissant, sachant que c'est de ta faute. » Evangeline conduisit Ashton dans le couloir luxueux du manoir, ses talons aiguilles résonnant sur le sol en marbre comme un compte à rebours vers quelque chose de terrible. Ses longs doigts élégants tenaient fermement l'épaule du garçon, le guidant comme une marionnette à chaque pas. Elle pointa des œuvres d'art inestimables et des meubles antiques, sa voix mélodieuse masquant le venin de ses mots. « Regarde ce luxe que toi, vert comme toi, n'aurais jamais imaginé connaître, petite rongeuse de décharge, si différente de cette salache où tu vivais à fouiller dans des déchets pourris avec tes petits amis sales, » murmura-t-elle en enfonçant ses ongles dans l'épaule du garçon jusqu'à ce qu'elle saigne presque. « Bien sûr, tu ne resteras vivant ici que si tu apprends à être un bon petit chien obéissant et à garder cette bouche sale bien fermée, » dit-elle sans écouter sa femme. Nathaniel Emerson suivit quelques pas derrière, souriant fièrement de la bonté d'Evangeline. Ashton pouvait entendre la voix douce et profonde de l'homme d'affaires commenter les merveilles de la maison, complètement inconscient de la terreur qui grandissait dans le cœur du garçon. Le contraste entre la bonté authentique de Nathaniel Emerson et la cruauté voilée d'Evangeline était comme le jour et la nuit. « Chérie, pourquoi ne vas-tu pas te reposer un peu ? Tu as eu une journée si difficile, » suggéra Evangeline en se tournant vers son mari avec un doux sourire. « Moi-même, je vais montrer à notre petite invitée toutes les commodités dès que Nathaniel Emerson aura disparu dans le couloir. »
Le sourire d'Evangeline se transforma en une expression de pur mépris, ses yeux sombres fixés sur le collier d'Ashton comme des serpents prêts à frapper. Le garçon porta instinctivement sa main à son cou, un geste qui ne passa pas inaperçu par sa tortionnaire. Comme c'est intéressant que le destin t'ait enfin amené directement entre mes mains, petite rongeuse de décharge, dit-elle en saisissant le cou d'Ashton avec force tout en souriant cruellement. Tu pensais vraiment pouvoir m'échapper ? Maintenant tu es mon prisonnier et tu découvriras que l'enfer où tu vivais à la décharge semblera un paradis comparé à ce que je vais te faire ici. Personne n'entendra tes cris dans ce manoir. Ashton rassembla tout son courage en pensant à Béatrix et aux autres enfants de la décharge. Ses lèvres tremblaient, mais sa voix resta ferme. Je dirai tout à monsieur Nathaniel Emerson, il saura qui tu es vraiment. La gifle sur la table fut rapide et sûre, laissant le garçon terrifié. Evangeline attrapa sa mâchoire avec force, le forçant à regarder directement dans ses yeux remplis de malveillance. Écoute bien, ver insoumis. Un mot, un murmure, et je commencerai par détruire la décharge, puis j'achèverai chacune de ces vies misérables une par une, menaça-t-elle en enfonçant ses ongles dans la peau délicate du garçon. Les photographies sur la table semblaient crier silencieusement, suppliant protection. Ashton vit la photo de Béatrix parmi elles, son sourire bienveillant semblant maintenant une supplique muette. Le poids de la responsabilité écrasait sa poitrine comme un rocher. Et juste pour être sûr que tu comprends le message, continua Evangeline en attrapant son téléphone, je vais appeler tout de suite pour suspendre la livraison de nourriture de cette semaine à la décharge. L'horreur envahit le visage d'Ashton. Il savait que sans cette livraison, de nombreux enfants n'auraient rien à manger. Sa résistance finit par céder comme une brindille sèche. « Non, s'il te plaît, je ne dirai à personne », implora-t-il, sa voix étranglée par les larmes. « Je ferai tout ce que tu veux, mais ne leur fais pas de mal. » Un sourire triomphant se répandit sur le visage parfait d'Evangeline. Elle rangea lentement le téléphone, savourant sa victoire comme un verre du meilleur vin. « Bon garçon, maintenant va prendre ton bain et prépare-toi pour le dîner », ordonna-t-elle, sa voix revenant à son ton mielleux. « Et souviens-toi, un faux pas et tous ceux que tu aimes paieront le prix. » Ashton quitta le bureau comme un automate, son âme alourdie par le secret qu'il serait forcé de garder. À l'extérieur, il entendit la voix joyeuse de Nathaniel Emerson appeler tout le monde au dîner. « Viens, mon chéri », répondit Evangeline, sa voix aussi douce que du miel empoisonné. « Notre petit Ashton doit rencontrer sa nouvelle famille. » Le matin arriva avec le son des valises traînées dans les couloirs du manoir. Nathaniel Emerson se préparait pour un voyage d'affaires d'une semaine. Ashton regardait depuis la porte de sa chambre, le cœur lourd en voyant sa seule protection offrir une étreinte chaleureuse à Evangeline. Les domestiques se déplacèrent rapidement, portant des dossiers importants et des documents, complètement inconscients de la terreur qui commençait à s'emparer du petit garçon. « Prends bien soin de notre petit invité, mon cher », demanda Nathaniel Emerson tendrement en embrassant le front de sa femme. Il avait tant souffert dans la vie. Le sourire d'Evangeline était aussi doux que du miel lorsqu'elle fit un signe d'au revoir à son mari en entrant dans la voiture. Ashton pouvait sentir son estomac se nouer à la perfection de sa performance. Dès que le véhicule disparut à travers les portails du manoir, le masque de bonté tomba comme une feuille morte. « Vous êtes tous renvoyés pour aujourd'hui », annonça Evangeline au domestique, sa voix gardant encore un ton doux. « Je veux du temps privé avec notre nouveau membre de la famille. » Le son des portails se fermant derrière le dernier domestique résonna à travers le manoir comme une sentence de mort. Ashton resta paralysé dans sa chambre, regardant à travers la fissure de la porte tandis qu'Evangeline montait les escaliers avec des pas lents et calculés, le son de ses talons sur le marbre comme un compte à rebours au début de son supplice. « Il est temps d'établir quelques règles pour un ver sale comme toi, rongeuse de décharge, déclara-t-elle en frappant violemment la porte ouverte. Premièrement, n'ose pas toucher ces draps avec tes mains sales. Cette soie coûte plus que toutes tes petites amies puantes réunies pour un morceau de détritus humain comme toi. Le sol est trop luxueux. Je devrais te faire dormir dans le jardin avec les chiens, mais ils sont trop propres pour ta compagnie. » Avec un mouvement brutal, Evangeline arracha toute la literie, la jetant par terre comme si elle était contaminée. Ses yeux brillaient de plaisir malade à la vue de la peur gravée sur le visage du garçon. Elle ouvrit ensuite les rideaux avec force, laissant le soleil fort envahir la pièce. Sale ver de la décharge, va dormir sur le sol fétide comme le rat que tu es. Tu penses vraiment mériter de toucher ces draps de soie avec ses mains contaminées ?
Un détritus humain comme toi devrait me remercier de ne pas te faire dormir dans le caniveau où est ta place. Et si tu te plains, je m'assurerai de visiter tes amis sales de la décharge pour leur montrer ce qui arrive à ceux qui osent me défier. Siffla-t-elle en donnant des coups de pied violents au drap tandis que ses ongles coulaient le long du bras d'Ashton. L'estomac d'Ashton gargouilla bruyamment, lui rappelant qu'il n'avait pas encore pris de petit déjeuner. Evangeline entendit le bruit et son sourire s'élargit de manière perverse. Avec des pas lents, elle s'approcha du garçon qui essaya de se recroqueviller contre le mur. Petit rat affamé, trop tard, le petit déjeuner est un privilège que tu dois mériter, se moqua-t-elle en tirant fermement le menton du garçon vers le haut. Jusqu'à présent, je n'ai vu qu'un parasite ingrat tachant ma maison parfaite. Les heures suivantes furent une parade de cruauté calculée. Evangeline verrouilla toutes les salles de bain à l'étage, sauf un petit lavabo sans douche. Elle rassembla tous les nouveaux vêtements que Nathaniel Emerson avait achetés, les remplaçant par de vieux chiffons qu'elle trouva dans la salle de stockage. « Ce sera ton uniforme à partir de maintenant », déclara-t-elle en jetant les vêtements sales au visage d'Ashton. « Cela correspond mieux à ta nature. » Le soleil était déjà haut lorsqu'Evangeline permit enfin à Ashton de manger quelque chose, une tranche de pain dur rassis qu'elle avait trouvé au fond du garde-manger. Le garçon dévora la nourriture malgré tout, ses mains tremblant alors qu'il essayait d'ignorer l'odeur de gâteau frais venant de la cuisine. « Quelle scène pathétique !» commenta-t-elle en savourant une tranche du gâteau encore tiède. « Mais c'est exactement comme ça que j'aime te voir, ver de décharge, quémandant des miettes. » Ashton essaya de se concentrer sur les paroles sages que Béatrix partageait toujours en période difficile, mais chaque minute dans ce manoir semblait aspirer un peu plus son espoir. Le collier autour de son cou, autrefois symbole de réconfort, pesait maintenant comme une chaîne. Et n'y pense même pas à essayer de te faire des amis avec le personnel quand ils reviendront, menaça Evangeline, remarquant le regard du garçon vers la porte arrière. Un mot de ta part et ils seront licenciés sur le champ avec leur famille. Tu ne voudrais pas ruiner leur destin, n'est-ce pas, mon parasite préféré? Les fenêtres de la pièce étaient verrouillées, ne laissant qu'une petite fissure pour que l'air circule. La chaleur commença à s'accumuler dans la pièce, la transformant en une serre étouffante. Ashton sentit de la sueur couler sur son visage alors qu'Evangeline observait son inconfort avec satisfaction. « Considère cela comme un rappel de ta place dans cette maison, dit-elle en ajustant sa robe impeccable. Au moins, la décharge avait une brise, n'est-ce pas? Le son du téléphone qui sonnait brisa momentanément l'attention. C'était Nathaniel Emerson appelant pour leur faire savoir qu'il était bien arrivé à destination. La transformation sur le visage d'Evangeline fut instantanée, sa voix devenant douce et affectueuse alors qu'elle parlait à son mari. « Oui, mon chéri, Ashton est très bien pris en charge », mentit-elle en regardant le garçon recroquevillé dans un coin avec dédain. « Nous passons un excellent moment. » Lorsque l'appel se termina, Evangeline se tourna vers Ashton avec un sourire qui fit couler son sang-froid, ses yeux brillant d'une promesse de tourment qui ne faisait que commencer. « Et maintenant, mon petit prisonnier, murmura-t-elle en verrouillant la porte de la chambre, voyons combien de temps tu tiens avant de supplier de retourner dans ta chère décharge. » Le deuxième jour sans Nathaniel Emerson commença avec Evangeline faisant irruption dans la chambre d'Ashton avant l'aube, traînant le garçon vers la fenêtre. Dans ses mains, elle tenait des photographies récentes de la décharge. Les images montraient Béatrix distribuant les dernières portions de nourriture parmi les plus jeunes enfants, son visage marqué par l'inquiétude face à la diminution des ressources. « Regarde, petit rat, pendant que tu dors sur le sol de mon manoir, tes amis commencent à mourir de faim, murmura-t-elle avec une satisfaction cruelle. Je peux annuler toutes les livraisons de nourriture cette semaine. Cela doit être assez divertissant là-bas. » Le son de la sonnette coupe à travers l'air matinal, faisant que Evangeline relâcha brutalement Ashton. C'était un travailleur social venu pour une visite de routine du projet social supposément opérant dans la décharge. En quelques secondes, le masque de bonté revint sur le visage de la femme alors qu'elle coiffait rapidement ses cheveux et lissait sa robe élégante. « Souviens-toi, Vert, un seul cri et je commence à tuer les plus jeunes en premier, menaça-t-elle avant de descendre pour accueillir la visiteuse. Ashton pouvait entendre la voix mélodieuse d'Evangeline venant de l'étage inférieur, présentant de faux rapports et des feuilles de calcul sur le développement du projet. Chaque mensonge semblait une dague dans son cœur, surtout quand elle parlait des repas nutritifs et des soins spéciaux offerts aux enfants, ce garçon que ton mari a pris en charge. Le travailleur social demanda, sa voix teintée de curiosité professionnelle, « Pouvons-nous le voir ?» Les pas d'Evangeline et du travailleur social résonnèrent en montant les escaliers, approchant de la chambre. Ashton tremblait en voyant la porte s'ouvrir,
révélant sa tortionnaire avec un sourire maternel radieux. Ashton, mon chéri, viens rencontrer Madame Martinez, appela Evangeline avec une fausse douceur. Il est si timide, encore en train de s'adapter à tous ces changements dans sa vie. Le travailleur social sourit gentiment au garçon, complètement dupé par la performance impeccable d'Evangeline. Ashton ouvrit la bouche pour parler, mais la prise brutale des doigts de sa tortionnaire sur son épaule le fit avaler ses mots. « Quel enfant adorable !» commenta le travailleur social en prenant des notes sur son clipoir, « et quel merveilleux travail vous faites !» Lorsque la visite se termina enfin, Evangeline enferma à nouveau Ashton dans sa chambre. Le garçon profita des moments seuls pour explorer l'environnement, cherchant désespérément une forme d'aide sous une planche de parquet lâche où il trouva quelque chose d'intéressant, un vieux dossier plein de documents. « Que avons-nous ici ?» marmonna-t-il pour lui-même, les mains tremblantes alors qu'il feuilletait les papiers jaunis. Les documents révélaient un schéma sinistre de détournement de fonds et de fraude qu'Evangeline avait commis dans d'autres villes, utilisant des projets sociaux comme façade pour voler de l'argent public. À chaque endroit, elle laissait une traînée de destruction et de misère, toujours protégée par son apparence impeccable et ses connexions puissantes. À la recherche de quelque chose, petite souris, la voix glaciale d'Evangeline fendit l'air comme un rasoir. Ashton n'avait pas le temps de cacher les documents. Evangeline avançait comme une bête sauvage, ses yeux brûlant de fureur en reconnaissant le dossier dans ses mains. La gifle qui suivit fut si forte qu'elle laissa le garçon étourdi. « Alors tu veux jouer au détective » siffla-t-elle en arrachant les papiers. « Très bien, je te montrerai ce qui arrive aux curieux. » Le téléphone d'Evangeline sonna à ce moment-là. C'était Nathaniel Emerson. Elle répondit avec sa voix la plus douce tout en tenant Ashton par le cou de l'autre main. « Oui, chérie, tout va bien ici. » Elle mentit, serrant de plus en plus sa prise sur la gorge du garçon. Ashton dort maintenant, pauvre chose, tellement fatigué de tout ce jeu. Après avoir raccroché, Evangeline traîna Ashton jusqu'à son bureau. Sur son ordinateur, elle montra des images en direct de la décharge capturées par des caméras cachées. « Tu vois cette petite fille là-bas, petite analyse, » dit-elle en pointant un enfant jouant innocemment. « Et si elle disparaissait demain ?» La terreur dans les yeux d'Ashton était exactement ce qu'Evangeline voulait voir. Elle savait qu'elle devait intensifier ses menaces maintenant que le garçon avait découvert des preuves de ses crimes. « C'est ton choix, petite souris. Continue à fouiner et je ferai disparaître chacun de ces enfants un par un, et tu porteras cette culpabilité pour toujours, » déclara-t-elle avec un sourire diabolique. La nuit apporta une pluie torrentielle qui fouetta les fenêtres du manoir. Ashton tremblait sur le sol froid de sa chambre, sa respiration devenant de plus en plus difficile alors que la fièvre commençait à prendre le dessus sur son petit corps déjà fragile. La nuit passée à dormir sur le sol glacé, le manque de nourriture adéquate et le stress constant commençaient enfin à faire effet. Une toux sèche et persistante secouait son corps, résonnant dans les couloirs vides. « Calme-toi, sale rat. Tu m'empêches de dormir avec cette toux dégoûtante. » cria Evangeline en éclatant dans la chambre et en donnant un violent coup de pied à un oreiller posé sur le sol. Le troisième jour sans Nathaniel Emerson se leva avec Ashton brûlant de fièvre, ses lèvres craquelées et déshydratées tremblaient alors qu'il essayait de se lever, mais ses jambes faibles ne pouvaient plus supporter son poids. De la sueur froide coulait sur son visage tandis que des frissons secouaient son corps. « S'il vous plaît, de l'eau » murmura-t-il dans son délire fébrile, les larmes coulant sur son visage brûlant. Le téléphone sonna à nouveau. C'était Nathaniel Emerson. Evangeline décrocha pour répondre, laissant la porte de la chambre ouverte. Ashton pouvait entendre sa voix douce inventer des excuses sur sa localisation. « Non, chérie, Ashton est dans le bain maintenant. Oui, il s'amuse beaucoup avec les nouveaux jouets. » La vision d'Ashton commençait à s'obscurcir sur les bords. Le collier autour de son cou semblait peser une tonne alors qu'il luttait pour rester conscient. Dans son délire, il vit les visages des enfants de la décharge et entendit la voix gentille de Béatrice. « Non, personne ne va t'aider, sale ver » déclara Evangeline. « Peut-être que c'est mieux ainsi, un problème en moins pour moi à m'inquiéter. » La pièce tournait de plus en plus vite autour d'Ashton. Sa dernière tentative d'appeler à l'aide aboutit à plus de violence physique. Evangeline regardait avec un plaisir morbide alors qu'il luttait pour respirer. « Comme c'est pathétique, tu ne peux même pas quitter ce monde correctement », le taquina-t-elle en fermant les fenêtres pour rendre l'air encore plus étouffant. Dans son dernier moment de lucidité avant de perdre complètement conscience, Ashton parvint à atteindre le téléphone portable tombé de la poche d'Evangeline lors de son agression. Avec des doigts tremblants, il tapa un seul message à Nathaniel Emerson, « Aide, elle me tue. »
Le message de détresse d'Ashton clignotait sur l'écran du téléphone de Nathaniel Emerson comme un phare dans l'obscurité. L'homme d'affaires, qui était en réunion importante hors du pays, sentit son sang se glacer en lisant ces mots désespérés. Sans hésiter une seconde, il annula tous ses engagements et embarqua dans le premier vol de retour en ville. Tout au long du voyage, il tenta de contacter son manoir, mais Evangeline présentait toujours des excuses élaborées sur la localisation d'Ashton. « Il dort maintenant, chérie, tellement fatigué de jouer », disait-elle d'une voix mielleuse. Le taxi s'arrêta à peine devant le manoir lorsque Nathaniel Emerson sautait déjà du véhicule, le cœur battant d'un mélange de préoccupation et de méfiance. Le jardin impeccable et la façade majestueuse semblaient cacher des secrets sombres qu'il commençait à suspecter. Dès qu'il franchit la porte principale, il fut accueilli par une Evangeline visiblement nerveuse qui ne s'attendait pas à son retour anticipé. « Nathaniel, quelle merveilleuse surprise! Mais je pensais que tu ne reviendrais que la semaine prochaine », s'exclama-t-elle en essayant de maintenir sa contenance, tandis que ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçaient dans sa propre paume. Une forte odeur de désinfectant dans l'air attira l'attention de Nathaniel Emerson, comme si quelqu'un essayait de cacher quelque chose. Ses yeux balayaient l'environnement, remarquant des détails qui étaient auparavant passés inaperçus, des marques de griffures sur les murs du couloir, une tache sombre mal nettoyée sur le tapis persan, un silence lourd et inhabituel qui régnait sur la maison. « Où est Ashton ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme, observant chaque micro-expression sur le visage de sa femme. « Chérie, il est dans sa chambre avec un léger indisposition, tu sais comme les enfants peuvent être sensibles, » répondit subtilement Evangeline en se positionnant entre son mari et les escaliers. Le son étouffé d'une toux sèche et douloureuse résonna depuis le couloir à l'étage, faisant froncer les sourcils de Nathaniel Emerson avec inquiétude. Avant qu'Evangeline ne puisse l'arrêter, il montait déjà les escaliers deux à la fois, suivant le son qui s'estompait. Le couloir à l'étage était sombre, toutes les fenêtres fermées, créant une atmosphère étouffante. « Pourquoi tout est fermé comme ça ?» se demanda-t-il, sa voix maintenant chargée de colère contenue, poussant Evangeline à faire un pas en arrière. En ouvrant la porte de la chambre d'Ashton, Nathaniel Emerson sentit son cœur s'arrêter un instant. Le garçon était recroquevillé dans un coin, frissonnant de fièvre, ses lèvres craquelées par la déshydratation et son visage marqué par des larmes séchées. Le sol froid contrastait cruellement avec le lit intact à côté de lui. « Mon Dieu, que s'est-il passé ici ?» murmura-t-il en se précipitant pour aider le garçon. Ashton ouvrit les yeux avec difficulté, un mélange de soulagement et de peur dans son regard fébrile. « Monsieur Nathaniel, elle ?» commença-t-il, mais sa voix échoua lorsqu'il vit Evangeline debout à la porte, ses yeux promettant vengeance. Nathaniel Emerson prit Ashton dans ses bras, notant combien il était léger et fragile. Le garçon brûlait de fièvre et sa respiration était alarmement irrégulière. « Appelez une ambulance maintenant », ordonna-t-il, mais Evangeline resta paralysée à la porte, son visage masquant une fausse préoccupation. « Chérie, ne penses-tu pas que tu exagères ? Ce n'est qu'une petite grippe », tenta-t-elle d'argumenter, mais fut interrompue par un regard furieux de son mari. « Je l'ai dit, maintenant », tonna-t-il, la faisant reculer de peur. Alors qu'ils attendaient l'ambulance, Nathaniel Emerson commença à remarquer d'autres détails troublants dans la pièce. Des marques de griffures sur les murs comme si quelqu'un avait essayé de se défendre, un verre d'eau cassé dans un coin, des taches suspectes sur le sol. Son regard tomba sur un dossier partiellement caché sous le lit, des papiers officiels dépassant des bords, soigneusement pour ne pas déranger Ashton qui tremblait dans ses bras. Il attrapa le dossier plus près, révélant son contenu. Des documents financiers avec des signes évidents de falsification. « Il ne devrait pas s'être mêlé de mes affaires », dit Evangeline nerveusement en essayant d'attraper le dossier, mais Nathaniel Emerson fut plus rapide. Avec un mouvement précis, il prit l'un des documents, ses yeux s'agrandissant en reconnaissant sa propre signature falsifiée sur des contrats qu'il n'avait jamais vus. Le son des sirènes d'ambulance traversa l'air tendu de la pièce, apportant un moment de soulagement temporaire pour Ashton et une panique visible pour Evangeline. L'équipe médicale entra rapidement dans la pièce, prenant en charge les soins d'Ashton. En évaluant l'état du garçon, Nathaniel Emerson put entendre des fragments inquiétants du diagnostic: déshydratation sévère, signe de pneumonie, possible malnutrition. Chaque mot était comme un coup de poignard dans son cœur, alimentant une colère grandissante envers Evangeline, qui maintenant se tenait dans un coin, son masque de préoccupation commençant à se fissurer parmi les affaires d'Ashton éparpillées sur le sol. Pendant la confusion des ambulanciers, Nathaniel Emerson remarqua un petit journal intime discrètement caché. Il le prit et le plaça dans la poche de son manteau, déterminé à découvrir toute la vérité.
Le regard de panique d'Evangeline lorsqu'elle vit le journal n'échappa pas à son attention. « Nous devons l'emmener immédiatement », déclara un des ambulanciers déjà en train de préparer Ashton pour le transport. « Je viens avec lui », affirma fermement Nathaniel Emerson. Puis, se tournant vers Evangeline avec un regard glacial, il ajouta « Et quand je reviendrai, toi et moi allons avoir une longue conversation sur ce qui s'est vraiment passé ici. » Le moment où l'ambulance partit, laissant Evangeline seule dans le manoir, fut comme le début d'un compte à rebours. Elle courut à son bureau frénétiquement, commençant à détruire des documents, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine utiliser le broyeur à papier. Dans sa hâte, elle ne remarqua pas que certains papiers étaient tombés, révélant un schéma de détournement de fonds et de fraude qui durait depuis des années dans l'hôpital. Pendant que les médecins s'occupaient d'Ashton, Nathaniel Emerson trouva un endroit calme pour lire le journal intime du garçon. Chaque page révélait une nouvelle horreur, une nouvelle couche de cruauté que sa femme avait infligée à l'enfant. Mais c'était une photographie pliée entre les pages qui fit glacer son sang. Evangeline, des années plus jeune, devant la décharge avec un sourire cruel alors qu'elle supervisait des travailleurs dans des conditions inhumaines. « Mon Dieu, qui es-tu vraiment ?» murmura-t-il, réalisant que le cauchemar ne faisait que commencer. Un des médecins s'approcha avec les résultats préliminaires des tests, son expression grave confirmant les pires suspicions. « Monsieur Whittaker, nous avons trouvé des preuves de maltraitance, des marques de souffrance, des signes de privation de nourriture et d'eau. Ce n'était pas un simple cas de négligence, expliqua le professionnel. » Nathaniel Emerson sentit son monde s'effondrer. Dans le lit d'hôpital, Ashton finit par dormir, sédaté et recevant les soins nécessaires, mais son sommeil était agité, perturbé par des cauchemars dans lesquels Evangeline continuait de le tourmenter. Nathaniel Emerson regarda son téléphone où le message de détresse d'Ashton brillait encore à l'écran. Avec des doigts fermes, il commença à passer des appels, d'abord à son avocat, puis à un détective privé. La vérité devait éclater, quel qu'en soit le prix. « Je découvrirai tout, Ashton », promit-il d'une voix basse en regardant le garçon à travers la vitre de l'unité de soins intensifs. « Et elle paiera pour chaque moment de souffrance qu'elle a causé. » Le diagnostic tomba comme une bombe dans le couloir stérile de l'hôpital. Pneumonie bilatérale sévère aggravée par une déshydratation et une malnutrition grave. Nathaniel Emerson observa à travers la vitre de l'unité de traitement alors que les médecins connectaient Ashton à diverses machines, son petit corps frêle presque disparaissant parmi les tubes et les moniteurs. La respiration sifflante était audible même à travers la vitre, chaque souffle semblant un coup de poignard. « Monsieur Whittaker, je dois être franc, » dit le médecin en ajustant ses lunettes avec inquiétude. « Si vous aviez retardé de quelques heures supplémentaires pour le faire venir, nous n'aurions probablement pas pu le sauver. » Evangeline éclata dans le couloir de l'hôpital comme une actrice sur le point de monter sur scène, ses talons aiguilles résonnant sur le sol de manière agaçante rythmée. Son visage était parfaitement maquillé pour montrer de la préoccupation, mais ses yeux révélaient calcul et nervosité. En voyant l'état grave d'Ashton à travers la vitre, un sourire presque imperceptible traversa ses lèvres avant qu'elle ne puisse le contrôler. « Mon Dieu, Nathaniel, comment cela a-t-il pu arriver juste sous notre toit ?» s'exclama-t-elle, sa voix mélodramatique attirant les regards des infirmières. Pendant ce temps, le détective privé engagé par Nathaniel Emerson passait déjà discrètement au crible les dossiers financiers de l'entreprise. Chaque document analysé révélait une nouvelle couche du système frauduleux d'Evangeline. Transfert suspect, contrat surfacturé, projet fantôme. Tout pointait vers un système élaboré de détournement de fonds qui durait depuis des années. « Monsieur Whittaker, » murmura le détective au téléphone, « j'ai trouvé quelque chose qui va beaucoup vous intéresser à propos d'une certaine décharge dans la salle de thérapie. » Dans la chambre d'Ashton, celui-ci luttait contre la forte fièvre alors qu'il marmonnait délirant ses mots brisés, révélant des fragments troublants de la terreur qu'il avait vécue. « S'il vous plaît, de l'eau pour les enfants, elle va tous les blesser, » murmura-t-il, ses petites mains serrant fermement les draps. Nathaniel Emerson, assis à ses côtés, ressentait chaque mot comme un coup de poignard, surtout lorsque le nom d'Evangeline surgissait entre les murmures effrayés. Evangeline, réalisant que son contrôle sur la situation s'échappait, décida de faire une dernière tentative désespérée. Profitant d'un moment seul avec Ashton, elle se pencha sur le lit du garçon, ses ongles rouges griffant son bras à travers le drap. « Si tu ouvres cette sale bouche à raconter quoi que ce soit, je jure que chaque enfant de cette décharge disparaîtra un par un et ce sera entièrement de ta faute, sale ver !» siffla-t-elle, sans se rendre compte que Nathaniel Emerson était revenu et se tenait près de la porte, entendant chaque mot. L'homme d'affaires resta silencieux, sa rage grandissant à mesure que plus de documents tombaient entre ses mains.
des photographies de la décharge montrant des conditions inhumaines, tandis que les rapports financiers révélaient que des millions de fonds qui auraient dû être investis dans des améliorations avaient tout simplement disparu. Sur son bureau, une pile de preuves augmentait, contrats frauduleux, reçus falsifiés, de manière particulièrement troublante, des enregistrements de menaces et de chantage contre les travailleurs du site. Ashton commença à montrer des améliorations lentes mais régulières, sa volonté impressionnant l'équipe médicale. Dans un moment de lucidité, il trouva enfin le courage de commencer à raconter son histoire à Nathaniel Emerson. « Monsieur, le collier. » Elle reconnut le de la décharge, « Je l'ai vu », dit-il avec difficulté, sa voix encore rauque par la maladie. L'homme d'affaires prit sa main doucement, l'encourageant à continuer tout en enregistrant discrètement chaque mot sur son téléphone portable. À l'extérieur de la chambre, Evangeline faisait les 100 pas comme une bête en cage, sa façade de sophistication complètement fissurée. Ses tentatives de maintenir le contrôle de la situation devenaient de plus en plus désespérées, surtout lorsqu'elle remarqua la présence d'hommes en costume qui semblaient être des enquêteurs la surveillant discrètement dans les couloirs de l'hôpital. La découverte la plus choquante arriva sous la forme d'une enveloppe anonyme livrée à Nathaniel Emerson contenant un dossier complet sur le passé d'Evangeline, révélant qu'elle-même avait grandi dans la décharge et que sa cruauté actuelle était une tentative malade d'effacer ses origines humbles. L'homme d'affaires feuilleta les pages avec une horreur croissante, chaque document dévoilant une nouvelle facette de la monstruosité avec laquelle il avait partagé sa vie. Ashton, même dans son état affaibli, commença à dessiner sur un papier que l'infirmière lui avait donné. Ses doigts tremblaient, mais les images qui en émergèrent étaient troublantes. Des figures sombres menaçant des enfants, des sacs d'argent disparaissant et une femme élégante avec un sourire cruel. Nathaniel Emerson regardait chaque trait, son cœur lourd de la réalisation de la vérité complète qui était sur le point de sortir au grand jour. Les médecins apportèrent de nouveaux résultats montrant de graves problèmes physiques survenus ces derniers jours. Evangeline avait été méticuleuse dans ses agressions, prenant toujours soin de ne laisser que des marques peu visibles, mais le corps d'Ashton racontait une histoire différente. Sous les appareils d'imagerie et de résonance, ce n'était pas un cas isolé, conclut le médecin en remettant le rapport détaillé à Nathaniel Emerson. Le détective privé revint avec une autre découverte cruciale. Des documents montrant qu'Evangeline avait agi de la même manière dans d'autres villes, utilisant toujours des projets sociaux comme façade pour détourner des ressources, puis disparaissant lorsque les soupçons commençaient à surgir. Le schéma était toujours le même, mais cette fois-ci, elle avait fait une erreur fatale. Elle avait laissé Ashton en vie pour raconter l'histoire. Un travailleur social à l'hôpital, après avoir parlé avec Ashton pendant un moment de lucidité, apporta un rapport inquiétant sur des signes clairs de torture psychologique. Les menaces d'Evangeline avaient été calculées pour causer une terreur maximale sans laisser de preuves physiques, mais le traumatisme psychologique était évident dans chaque mot et geste du garçon. La tension atteignit son paroxysme lorsque, réalisant qu'elle était acculée, Evangeline tenta un dernier gambit désespéré. Elle fit irruption dans la chambre d'Ashton avec une seringue volée de la station des infirmières, les yeux embués de panique. « Si je dois descendre, j'emmène ce verre avec moi », hurla-t-elle en s'avançant vers le lit, mais Nathaniel Emerson était préparé. Les agents de sécurité qui l'avaient discrètement positionnée immobilisèrent Evangeline avant qu'elle ne puisse faire plus de mal. Le coup final arriva lorsqu'Ashton, rassemblant tout son courage, révéla enfin l'emplacement d'un repère dans la décharge où Evangeline gardait des documents compromettants. « Sous le grand arbre, il y a une boîte », murmura-t-il avant de sombrer dans un sommeil épuisé. Nathaniel Emerson ordonna immédiatement à ses hommes d'enquêter sur le site, sachant que les dernières pièces du puzzle allaient bientôt tomber en place. L'alarme du moniteur cardiaque retentit soudainement dans l'unité de traitement, obligeant l'équipe médicale à se précipiter au chevet d'Ashton. Le garçon était en insuffisance respiratoire, son petit corps débilité luttant contre l'infection qui se propageait dans ses poumons. Nathaniel Emerson regardait impuissant à travers la vitre alors que les médecins travaillaient frénétiquement pour stabiliser le garçon. « Nous devons l'intuber immédiatement », cria le médecin en chef, sa voix urgente coupant l'air tendu de l'hôpital. Dans la salle d'attente, Evangeline riait hystériquement en recevant un appel sur son téléphone portable. Les enquêteurs qui surveillaient ses communications avaient enregistré sa conversation compromettante. « Ce sale ver va enfin quitter cette vie et il va emporter tous nos secrets avec lui jusqu'à la tombe », s'exclama-t-elle, sans se rendre compte que chaque mot était enregistré. Nathaniel Emerson, qui passait par le couloir à ce moment-là, sentit son sang bouillir en entendant la cruauté de sa femme. Les hommes envoyés à la décharge revinrent avec des découvertes choquantes.
La boîte mentionnée par Ashton ne contenait pas seulement des documents sur les détournements actuels, mais aussi des dossiers de schémas similaires dans 5 autres villes. À chaque endroit, Evangeline avait utilisé sa beauté et son charme pour se rapprocher de riches hommes d'affaires, suivant toujours le même schéma de manipulation et de destruction. Monsieur Whittaker, informa l'enquêteur en remettant un épais dossier à Nathaniel Emerson, nous avons également trouvé des dossiers sur 3 disparitions suspectes liées à elle. À l'intérieur de l'unité de thérapie, Ashton luttait pour sa vie. Dans son délire, ses mots brisés révélaient encore plus d'horreur. Béatrice va tout le monde blesser. Les enfants, la nourriture, l'argent, les médecins, murmura-t-il. Les médecins travaillèrent sans relâche pour faire baisser sa fièvre qui avait atteint des niveaux alarmants. Nathaniel Emerson tenait sa petite main chaude, promettant silencieusement de rendre justice. Evangeline, toujours inconsciente qu'elle était entourée, continuait ses tentatives de manipulation. « Chérie, pourquoi ne rentres-tu pas à la maison et te reposes ? Je vais m'occuper de ce sale garnement moi-même, dit-elle avec un sourire doux à peine dissimulant le venin de ses mots. Une infirmière trouva un petit enregistreur caché sous l'oreiller d'Ashton, sur lequel la voix d'Evangeline était enregistrée dans toute sa cruauté, menaçant le garçon et révélant les détails de ses complots criminels. « Je pensais que cela pourrait t'aider », murmura Ashton faiblement lorsque Nathaniel Emerson le questionna sur l'appareil. Les documents trouvés dans la décharge commencèrent à révéler un réseau de crimes bien plus vaste. Evangeline n'agissait pas seule, elle avait des complices à des postes stratégiques, tous manipulés par sa beauté et ses fausses promesses. La découverte la plus choquante provenait d'une vieille photographie montrant Evangeline, encore jeune, vivant dans la même décharge qu'elle exploitait maintenant. Elle était devenue exactement le genre de personne qu'elle détestait autrefois, murmura Nathaniel Emerson alors que les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. L'état d'Ashton se détériora soudainement pendant la nuit. Sa saturation en oxygène chuta drastiquement et les médecins luttèrent pour le stabiliser. À ce moment critique, il réussit, entre 2 respirations difficiles, à révéler le dernier morceau du puzzle. Elle a fait disparaître un enfant avant, à l'autre décharge. C'est pourquoi elle a fui ici, murmura-t-il avant de perdre à nouveau conscience. Ashton commença à avoir de violentes convulsions, son petit corps arquant sur le lit d'hôpital. Les médecins se précipitèrent contre la montre pour le stabiliser, tandis que Nathaniel Emerson regardait impuissant. « Nous ne pouvons pas le perdre maintenant », murmura le médecin en chef en administrant une autre dose de médicaments. « Il est notre seul témoin vivant », ajouta-t-il. Dans le couloir, Evangeline continua sa confession involontaire. Sa façade de sophistication était complètement brisée. « Vous savez pourquoi j'ai choisi cet hôpital ? Parce que c'est ici qu'ils ont laissé ma mère mourir quand j'étais enfant. Personne ne se soucie des gens de la décharge, personne, lança-t-elle en se faisant traîner par un agent de sécurité. Les enquêteurs découvrirent un coffre-fort secret dans le manoir contenant des millions de fonds détournés et une liste complète de toutes les victimes précédentes d'Evangeline. Chaque nom était celui d'un homme d'affaires riche qu'elle avait détruit, chaque fortune détournée provenant de ceux dans le besoin. Ce n'est que le début, commenta le chef de l'enquêteur en feuilletant les documents avec une horreur croissante. Un dernier appel fut intercepté. Evangeline tentait d'ordonner la destruction des preuves à la décharge, mais il était trop tard. La police avait déjà isolé la zone et trouvé tout. La mégalomanie d'Evangeline, combinée à la documentation méticuleuse de ses crimes, serait sa perte finale. « Si je dois descendre, j'emmène tout le monde avec moi », furent ses derniers mots avant d'être sédaté et retenu. L'aube arriva avec Ashton enfin stabilisé, bien qu'encore dans un état critique. Nathaniel Emerson, épuisé mais déterminé, regardait le garçon respirer avec l'aide des machines. Dans sa main, il tenait le collier qui avait tout déclenché, une simple corde avec un médaillon gravé. « La vérité te rendra libre », murmura-t-il. Nathaniel Emerson était dans son bureau. Le son du stylo grattant le papier était le seul bruit dans l'environnement silencieux. La pile de documents devant lui semblait interminable, mais quelque chose de différent attira son attention. Parmi les rapports et les contrats, une photographie se démarqua, partiellement cachée. Il tira le papier froissé et le fixa pendant quelques secondes. L'image montrait ce qui semblait être une décharge, un endroit sale et oublié, et non le centre culturel moderne qu'Evangeline décrivait avec tant d'enthousiasme dans ses rapports. Nathaniel Emerson examina la photo attentivement, fronçant les sourcils. Ses doigts commencèrent à chercher avec une urgence croissante plus d'informations parmi les documents. À chaque page tournée, de nouvelles preuves émergeaient qui ne correspondaient pas aux descriptions optimistes qu'Evangeline présentait toujours.
Il trouva des numéros, des contrats, des relevés bancaires et des photos montrant une réalité brutalement différente. Le projet environnemental Whittaker, une en-tête élégante sur un rapport rempli d'images d'enfants souriant dans des salles de classe modernes entourées de technologies de pointe, mais les relevés bancaires racontaient une histoire différente. Des millions de ressources qui auraient dû financer des équipements, des meubles et des infrastructures avaient simplement disparu. Nathaniel Emerson prit une profonde inspiration, sentant la colère monter lentement. « Évangeline » appela-t-il d'une voix qui perça le lourd silence de la pièce. Il ne remarqua même pas que son ton portait un mélange d'incrédulité et de fureur. La porte s'ouvrit doucement, révélant Évangeline. Elle entra dans le bureau avec la même élégance que toujours, ses talons aiguilles résonnant sur le sol en marbre. Le sourire sur son visage était impeccable mais faiblit un instant lorsqu'elle vit le désordre de papiers éparpillés sur le bureau. « Oui, chérie » répondit-elle doucement, mais ses yeux trahissaient une lueur d'inquiétude. Nathaniel Emerson tenait fermement la photographie, la levant pour qu'Évangeline puisse voir. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Évangeline, où sont les salles de classe, les laboratoires, le centre culturel dont tu parles toujours ?» Sa voix était ferme mais pleine d'une déception qui faisait plus mal qu'un cri. Évangeline hésita, mais seulement une seconde, ajusta le sac de créateur sur son épaule et s'approcha, maintenant sa posture droite. « Nathaniel, ce ne sont que de vieilles photos d'avant la rénovation. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, je peux tout expliquer, dit-elle avec un sourire tendu sur ses lèvres. Explique comment tu vas expliquer ça, répliqua Nathaniel Emerson en rapprochant les papiers. Des relevés bancaires, des factures, des contrats signés, il commença à les lister, chaque numéro augmentant sa colère. 3 millions pour du matériel audiovisuel, 2 millions pour le mobilier scolaire, 5 millions pour des travaux d'infrastructure. Où est-ce que tout cela est allé, Évangeline ? Sa voix se durcit. Où est-ce qu'Évangeline ? Le sourire d'Évangeline disparut complètement, ses mains serrant la sangle du sac dans un geste presque imperceptible que Nathaniel Emerson ne manqua pas de remarquer. Nathaniel, ces choses prennent du temps, ce sont des processus complexes, tu ne comprends rien aux projets sociaux. Parfois, les fournisseurs sont en retard, la construction prend du temps, expliqua-t-elle, laissant la phrase en suspens, espérant qu'il accepterait ses excuses vagues. Prend du temps. Alors pourquoi est-ce qu'il est indiqué ici que la construction est terminée depuis plus d'1 an ? Tu sais quoi, j'ai découvert qu'il n'y a pas de centre culturel, c'est une décharge, Évangeline, une décharge où des gens, y compris des enfants, travaillent dans des conditions inhumaines. Il se leva en claquant ses mains sur le bureau et ce n'est pas tout, n'est-ce pas ? J'ai trouvé d'autres projets à ton nom, d'autres hommes d'affaires que tu as escroqués avant moi. Évangeline pâlit mais tenta rapidement de se recomposer. Tu crois aux mensonges, Nathaniel ? Ces gens veulent nous détruire. Tout ce que j'ai fait était pour notre avenir. Elle éleva la voix en essayant de paraître convaincante. Notre avenir et ce garçon, Ashton, était-il aussi pour notre avenir ? Les marques sur son corps, la pneumonie, la terreur dans ses yeux, tout cela était-il nécessaire ? Alors Nathaniel Emerson jeta plus de photos sur le bureau, cette fois montrant des images d'enfants maigres portant des haillons, leurs petites mains fouillant dans des tas de détritus. Le masque de sophistication d'Évangeline commençait à se fissurer. « Je ne comprends pas, Nathaniel. J'étais sous beaucoup de pression. Parfois, nous devons faire des choix difficiles pour le bien commun. Ces gens ont une chance de travailler grâce à nous. Travail, travail. » Il rit amèrement en secouant la tête tout en ramassant plus de papier. « Ce n'est pas du travail, Évangeline, c'est de l'exploitation. Et tu as détourné chaque centime qui aurait dû améliorer la vie de ces gens. » Évangeline tenta une nouvelle approche, ses yeux commençant à briller de larmes. « Nathaniel, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je voulais juste que nous ayons une meilleure vie. J'ai grandi sans rien, tu sais que j'ai tout fait pour nous, pour notre avenir. » Nathaniel Emerson croisa les bras, la regardant avec mépris. « Et ce garçon, Ashton, était-il aussi pour lui ? Parce qu'il ne semble pas mener une vie meilleure, ni lui ni les gens que tu étais censé aider. » Le silence dans le bureau était accablant. Évangeline chercha désespérément quelque chose à dire, quelque chose qui pourrait annuler la vague d'accusations, mais Nathaniel Emerson ne s'arrêta pas. Il continua de montrer des preuves, chaque nouvelle preuve plus accablante que la précédente. « Tu as ruiné la vie de familles entières. Exploiter la misère des autres ne sera jamais justifiable. » Évangeline secoua la tête. Il fit une pause, puis ramassa un dernier document. « Et maintenant, je sais qui tu es vraiment, Annalise Dessila, la fille qui a grandi à la décharge et a juré de ne plus jamais être pauvre. »
Évangeline resta immobile comme si elle avait été giflée, sa respiration devenant lourde. Pendant un instant, il sembla qu'elle allait s'effondrer, mais puis, avec une explosion de rage, elle cria « Ne m'appelle pas par ce nom. Cette fille est morte, je me suis transformée, je suis devenue quelqu'un d'important. Non, Évangeline, tu es devenue exactement ce que tu détestais le plus, quelqu'un qui exploite et humilie les faibles. » Nathaniel Emerson fit un pas en avant, sa voix maintenant calme mais remplie de détermination. « Tu as deux choix maintenant. Soit tu abandonnes tout, les comptes, les propriétés, chaque centime que tu as volé et disparaît de ma vie et de celle de ces gens pour toujours, soit tu fais face aux conséquences légales en exposant tous tes crimes. » Les yeux d'Évangeline brûlaient de haine et de peur. « Tu n'oserais pas, cela détruirait ta propre réputation. Tout ce que tu as construit est lié à moi. » Nathaniel, réfléchis bien avant de faire quelque chose d'aussi stupide. « Teste-moi, » répondit-il froidement en jetant les papiers du divorce sur la table. Tu as 1 heure pour décider et si tu choisis de fuir, sache que j'utiliserai chaque centime que tu as volé pour transformer cette décharge en centre culturel, ce qui aurait dû être fait depuis le début. Le silence qui suivit était assourdissant. Évangeline regarda les papiers de divorce, les yeux brillants de larmes de haine. Elle savait qu'elle était acculée. Avec des mains tremblantes, elle prit un stylo et signa les documents. « Tu as gagné » murmura-t-elle, vaincue. « Mais sache que je ne suis pas la seule. Il y en a des dizaines comme moi qui exploitent la misère des autres. Tu ne pourras jamais changer cela. » Nathaniel Emerson la regarda en silence pendant quelques instants avant de répondre. « Peut-être pas, mais je peux changer la vie de ces gens que tu as détruits et qu'Évangeline est plus que tu n'as jamais fait avec tout ton argent et ton pouvoir. » Cette nuit-là, Évangeline quitta le manoir avec seulement les vêtements sur son dos. Nathaniel Emerson la vit partir par la fenêtre de son bureau, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. À l'hôpital, Ashton dormit paisiblement pour la première fois depuis des mois tandis qu'un nouvel avenir commençait à prendre forme. Et pour Nathaniel Emerson, ce n'était que le début de son combat pour réparer ce qu'Évangeline avait détruit. 1 semaine après la disparition d'Évangeline, Nathaniel Emerson regarda Ashton jouer dans le jardin du manoir. Le garçon était presque méconnaissable, ses joues autrefois creuses étaient maintenant colorées, ses yeux brillaient d'une nouvelle joie et son petit corps ne tremblait plus de peur à chaque ombre. L'homme d'affaires sentit son cœur se serrer en pensant à tout ce que cet enfant avait traversé pour le sauver. « Ashton » appela-t-il doucement, « pouvons-nous parler un peu ?» Le garçon s'approcha, tenant toujours le collier qu'il n'avait jamais enlevé de ses pieds. Maintenant vêtu de nouvelles baskets, il ne faisait aucun bruit sur le sol en marbre. Nathaniel Emerson le conduisit à son bureau, un environnement qui perdait progressivement la froideur formelle qu'Évangeline avait tant appréciée. « Ashton, tu m'as sauvé la vie 2 fois, commença-t-il, sa voix étranglée par l'émotion, d'abord à l'aéroport, puis en m'aidant à voir la vérité sur Évangeline. Comment puis-je te remercier ?» Ashton resta silencieux pendant quelques instants, ses doigts jouant nerveusement avec le collier, ses souvenirs volant vers la décharge, les visages affamés des autres enfants, le sourire fatigué mais toujours gentil de Béatrice. « Monsieur Nathaniel, puis-je être honnête avec vous ?» demanda-t-il, sa petite voix portant un poids bien plus grand que son âge. « Je veux parler de la décharge. » L'homme d'affaires se pencha en avant, remarquant comment le garçon semblait lutter intérieurement avec ses mots. Ashton prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour continuer. « Il y a tellement d'enfants là-bas, monsieur, des enfants comme moi qui n'ont jamais eu de chance, et Béatrice, elle essaie d'aider tout le monde même quand elle n'a rien pour elle-même. » Il expliqua, des larmes commençant à se former dans ses grands yeux, que les nuits froides sans assez de couverture, les journées entières sans nourriture, la peur constante que quelqu'un soit blessé sans accès à un médecin. Béatrice était toujours là. « Je veux dire Évangeline », se corrigea-t-il rapidement, elle promettait des améliorations mais n'apportait que plus de souffrance. Nathaniel Emerson écouta attentivement, le cœur lourd à chaque révélation. Le garçon continua, sa voix gagnant en force au fur et à mesure qu'il parlait. Béatrice n'a jamais abandonné, même quand Évangeline coupait les ressources. Elle trouvait un moyen. Parfois, elle renonçait à manger pour donner sa part aux plus jeunes. L'homme d'affaires remarqua comment Ashton serrait le collier en parlant de la dame, clairement un cadeau de sa part. Les mots suivants d'Ashton surprirent Nathaniel Emerson par leur maturité. « Je ne veux rien pour moi-même, monsieur. Vous m'avez déjà donné plus que ce dont j'ai jamais rêvé. Mais ces enfants, les personnes âgées, tout le monde qui vit là-bas, ils méritent une vraie chance, pas les mensonges d'Évangeline. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion.
Nathaniel Emerson regarda le garçon qui, n'ayant que peu pensé qu'à aider les autres, répondit « Parle-moi plus de Béatrice ». Il demanda doucement, réalisant comment le nom de la dame faisait toujours briller les yeux d'Ashton. Ashton raconta alors les nuits où Béatrice rassemblait tous les enfants pour raconter des histoires, utilisant son imagination pour les faire oublier leur faim. Il décrivit comment elle leur enseignait les lettres et les chiffres avec des bouts de papier trouvés dans les poubelles, son rêve d'un jour voir tous ses enfants à l'école. Elle dit toujours que le savoir est la seule chose que personne ne peut nous voler, cita Ashton avec un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. L'homme d'affaires se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin luxueux de son manoir. La différence entre cette réalité et la vie à la décharge était un coup dans sa conscience. « Ashton », appela-t-il en se tournant vers le garçon, « si tu pouvais demander n'importe quoi du tout, que ce serait ?» Les yeux d'Ashton brillaient d'une nouvelle intensité. Il se leva de la chaise, semblant plus grand malgré sa petite taille. « Je veux que tu transformes la décharge en tout ce qu'Évangeline avait promis qu'elle serait, » déclara-t-il fermement, « un endroit où les enfants peuvent vraiment étudier, où les adultes ont des emplois décents, où personne ne doit avoir faim. » Nathaniel Emerson sentit ses yeux se remplir de larmes devant la demande altruiste du garçon. Dans son esprit, il commençait déjà à formuler des plans, à visualiser des changements, à calculer les investissements nécessaires. « Et Béatrice ?» demanda-t-il, observant comment le visage d'Ashton s'illuminait en parlant de la dame. « Elle a toujours su comment prendre soin de nous tous, même sans ressources. » Ashton répondit avec conviction. « Imagine ce qu'elle pourrait faire avec une vraie chance. » Le garçon fit une pause, rassemblant son courage pour sa dernière demande. « Pourriez-vous la laisser gérer le nouveau projet? Elle connaît chaque personne, chaque besoin. » Le moment de la décision était arrivé. Nathaniel Emerson regarda le garçon devant lui, un enfant qui avait toutes les raisons d'être amer et égoïste, mais qui montrait au contraire une compassion et une sagesse bien au-delà de ses années. « Ashton, » dit-il, sa voix étranglée par l'émotion, « tu viens de me donner le meilleur investissement de ma vie. » Les larmes coulèrent enfin librement sur le visage du garçon, mais elles étaient des larmes de joie et d'espoir. « Vous allez nous aider alors, monsieur ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Nathaniel Emerson s'agenouilla pour être à la hauteur du garçon, tenant doucement ses petites épaules. « Non, Ashton. Nous aiderons ensemble. » La voiture de Nathaniel Emerson serpenta à travers les ruelles étroites menant à la décharge, avec Ashton à ses côtés en tant que guide. Le garçon était tendu, ses petites mains serrant la ceinture de sécurité alors qu'ils approchaient de l'endroit qui avait été son foyer si longtemps. « Monsieur Nathaniel, après ce virage, indiqua-t-il, sa voix tremblant légèrement, c'est là que les plus jeunes enfants restent pendant la journée. » La réalité de la décharge frappa Nathaniel Emerson comme un coup dans l'estomac. Des monticules de déchets s'élevaient vers le ciel tandis que des gens, dont beaucoup d'enfants, fouillaient les débris à la recherche de matériaux recyclables. L'odeur était suffocante, un mélange de décomposition et de désespoir qui faisait brûler ses yeux. « Comment Évangeline a-t-elle pu faire ça ?» murmura-t-il en regardant un groupe d'enfants se battre pour des miettes de nourriture. Ashton commença à pointer et à identifier chaque personne. « C'est Wesley, monsieur. Il a des problèmes de dos mais ne cesse jamais de travailler pour nourrir ses petits-enfants. Et voici Annalise, qui partage chaque morceau de pain qu'elle trouve avec les petits. » Sa voix portait une affection évidente pour chaque personne mentionnée. « Ici, tout le monde est une famille, même sans rien avoir, » observa l'homme d'affaires avec horreur croissante. Les installations qu'Évangeline décrivait dans ses rapports luxueux n'étaient rien de plus que des cabanes de fortune faites de carton et de bâches. Il n'y avait aucun signe des laboratoires de recyclage, des salles de classe ou des stations médicales qu'elle avait supposément financées. « Ashton, où est l'équipement, les structures qui auraient dû être construites ?» demanda-t-il, craignant la réponse. Une dame âgée s'approcha de la voiture, Béatrice. Son visage marqué portait une dignité qui contrastait violemment avec l'environnement environnant. Ashton courut la serrer dans ses bras, des larmes coulant sur son visage sale. « Elle est venue nous aider, Béatrice !» s'exclama le garçon, sa voix débordant d'espoir. Nathaniel Emerson sentit son cœur se serrer en voyant l'espace que Béatrice appelait l'école, une cabane en bâche où elle enseignait aux enfants en utilisant des morceaux de carton comme cahiers et du charbon comme crayon. Évangeline avait promis des fournitures scolaires, mais la dame expliqua, « Nous n'avons reçu que des menaces et des miettes. » Les révélations continuèrent, chacune plus choquante que la précédente. Ashton montra où les enfants dormaient, un abri improvisé qui fuyait quand il pleuvait. Il expliqua comment il divisait la petite nourriture qu'il pouvait trouver,
comment les plus âgés laissaient toujours leur part pour les plus jeunes. Nous prenons des tours pour aller avoir faim, dit-il simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Béatrice commença à raconter les promesses brisées, les ressources détournées, les menaces. Quand quelqu'un osait questionner, elle revenait pire qu'à son départ. La dame révéla en parlant d'Évangeline, la fille qui a grandi ici est morte il y a longtemps, remplacée par quelqu'un qui se nourrit de notre misère. Nathaniel Emerson traversa la décharge, son costume coûteux maintenant couvert de poussière. Chaque pas révélait une nouvelle facette de la cruauté de son ex-femme. Les millions qui auraient dû transformer cet endroit avaient été utilisés pour construire un empire de mensonges. Comment ai-je pu être si aveugle ? Pensa-t-il en regardant un enfant bien trop petit porter un sac plus grand que son propre corps. Ashton poursuivit ses révélations. Il y a des gens qui vivent ici depuis des générations, monsieur Nathaniel. Évangeline savait que nous n'avions nulle part ailleurs où aller, que nous dépendions des miettes qu'elle jetait. Le garçon s'arrêta devant une tombe superficielle où une croix de fortune se tenait. C'est Elliot. Il est décédé la semaine dernière. Il n'avait que 6 ans. La fièvre l'a emporté parce que nous n'avions pas de médicaments. Béatrice montra les dossiers qu'elle avait cachés, une comptabilité précise de combien vivaient là, leurs besoins, leurs rêves. Tout le monde ici a une histoire, monsieur. Nous ne sommes pas des ordures comme elle voulait nous faire croire. Nous sommes des personnes qui ont juste besoin d'une chance, expliqua-t-elle. Le plan de transformation commença à se former dans l'esprit de Nathaniel Emerson alors qu'il regardait le coucher du soleil à travers la fumée toxique qui planait au-dessus de la décharge. Ashton, l'appela-t-il, sa voix chargée de détermination, je vais avoir besoin de toi et de Béatrice pour m'aider. Je veux connaître chaque personne, comprendre chaque besoin. Une petite foule commença à se former autour d'eux, attirée par la présence inhabituelle de l'homme d'affaires. Des visages marqués par la vie difficile mais encore capables d'espoir. « Est-il vrai que mademoiselle Évangeline ne revient pas ?» demanda une dame tenant un bébé très mince dans ses bras. « Est-il vrai que nous aurons une vraie aide cette fois ?» Ashton tira Nathaniel Emerson par la manche de sa veste, le conduisant à un endroit précis dans la décharge. « Ici, monsieur, dit-il en pointant une zone relativement plate. C'est là qu'Évangeline a dit qu'elle construirait l'école où elle avait promis que nos vies changeraient. » Ces mots flottaient dans l'air comme une question non posée, un défi silencieux. Le soleil était déjà en train de se coucher lorsque Nathaniel Emerson rassembla tout le monde pour faire son annonce. À ses côtés, Ashton tenait sa main fermement tandis que Béatrice observait avec ses yeux sages et pleins d'espoir. « À partir d'aujourd'hui, déclara-t-il de sa voix résonnant à travers la décharge, nous transformerons cet endroit en ce qu'il a toujours dû être, non pas avec des mensonges, mais avec un travail honnête et du respect pour chacun d'entre vous. » Dans le bureau de fortune de Béatrice, une vieille table sous un plateau réparé, Nathaniel Emerson étala des plans et des schémas. Architectes et ingénieurs se déplaçaient, prenant des notes et faisant des mesures tandis que la dame observait tout avec un mélange d'espoir et de méfiance. « Cela semble trop beau pour être vrai, » murmura-t-elle, ses doigts calleux touchant doucement les dessins colorés. « Comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas une autre promesse vide ?» Ashton, qui n'avait pas quitté le côté de Nathaniel Emerson depuis le début des plans de transformation, prit doucement la main de Béatrice. « C'est différent cette fois, » le rassura-t-il, ses yeux brillant d'une certitude inébranlable. « Monsieur Nathaniel n'est pas comme elle. Il a commencé à aider avant même de faire des promesses. » La dame sourit, se souvenant des camions de nourriture et de médicaments qui étaient arrivés la veille. Le projet qui prenait forme était ambitieux. Un véritable centre de recyclage et d'éducation environnementale dans les plans, des entrepôts modernes remplaçant les cabanes de fortune, une école bien équipée occupant l'espace où les enfants étudiaient autrefois dans la boue, et une zone de traitement du recyclage promettant des emplois décents pour tout le monde. Chaque personne ici aura un rôle important, expliqua Nathaniel Emerson en pointant les différentes zones du projet. Alors qu'ils discutaient des détails, l'un des agents de sécurité s'approcha de Nathaniel Emerson discrètement en lui remettant une enveloppe contenant des photos montrant Évangeline dans un hôtel de luxe en périphérie d'Albuquerque. Son visage autrefois impeccable montrait des signes de tension et de peur. « Elle n'a pas encore quitté le pays », l'informa le garde d'une voix basse. « Il semble qu'elle attend quelque chose. » Béatrice, remarquant le changement dans le comportement de Nathaniel Emerson, s'approcha avec inquiétude. « Elle ne renoncera pas facilement, » dit la dame, sa voix portant le poids de l'expérience. « Je connais Annalise depuis qu'elle était petite. Quand les choses ne vont pas comme elle veut, elle laisse généralement une traînée de destruction. » L'homme d'affaires hocha gravement la tête, imaginant déjà la prochaine manœuvre de son ex-femme. «
Cependant, il le rassura, Évangeline ne réapparaîtra plus jamais. L'aube apporta plus que de la lumière à l'ancienne décharge, elle apporta de l'espoir. Le son des lourdes machines résonnait à travers le site alors que les premières structures commençaient à prendre forme. Béatrice, désormais administratrice officielle du projet, marchait parmi les travailleurs avec un clipoir à la main, ses yeux attentifs à chaque détail. « Ce sera l'école », expliqua-t-elle à un groupe d'enfants, « et là-bas, le centre de recyclage où vos parents auront des emplois décents. » Ashton courait d'un côté à l'autre, ses yeux brillant à chaque nouvelle transformation. Les montagnes de déchets laissaient place à des fondations solides tandis que des équipes spécialisées séparaient et organisaient les matériaux recyclables. « Monsieur Nathaniel, regarde, tu peux déjà voir où sera la bibliothèque », s'exclama-t-il en tirant l'homme d'affaires par la manche de sa veste pour montrer chaque progrès. Le programme de recyclage prenait forme sous la supervision vigilante de Béatrice. Des équipements modernes arrivaient quotidiennement, remplaçant les outils de fortune qui avaient été utilisés auparavant. Les adultes recevaient une formation spécialisée, apprenant des techniques pour séparer et traiter les matériaux. « Je n'aurais jamais pensé que nous aurions de vrais gants et uniformes un jour », commenta Wesley, l'homme âgé qui s'était à peine relevé après des années de travail acharné à collecter des déchets dans la zone désignée pour l'école provisoire. Les enseignants bénévoles avaient déjà commencé à travailler avec les enfants. Le son des rires et des chansons remplaçait le triste bruit des sacs traînés. Ashton, entre une course et une autre, s'arrêta pour observer les petits apprendre leurs premières lettres. « Béatrice, l'appelait-il avec des larmes aux yeux, te souviens-tu quand tu nous enseignais avec des morceaux de charbon ?» Nathaniel Emerson regarda tout avec satisfaction mais aussi avec un sentiment d'urgence. Chaque jour était une course contre la montre pour transformer cet endroit avant l'arrivée de l'hiver. La construction avançait à un rythme accéléré mais toujours sous l'œil perspicace de Béatrice, qui ne permettait pas que la hâte compromette la qualité. « Ces enfants ont déjà souffert trop de promesses, dit-elle. Maintenant, nous ferons tout correctement. » La salle à manger communautaire fut l'une des premières structures à être terminée. De longues tables propres remplaçaient le sol sale où les gens se regroupaient pour manger. Des cuisiniers professionnels préparaient des repas nutritifs tandis que des nutritionnistes développaient des menus spéciaux pour les enfants malnutris. « Aujourd'hui, personne ne doit avoir faim », déclara fièrement Béatrice en servant le premier déjeuner. Les transformations n'étaient pas seulement physiques. Les adultes, autrefois brisés par la misère, commencèrent à relever la tête avec une dignité renouvelée. Ils recevaient des salaires équitables, des avantages sociaux et des équipements de protection. Leurs mains calleuses opéraient maintenant des machines modernes au lieu d'ouvrir des sacs de déchets. « Mes petits-enfants n'ont plus besoin de travailler », dit Wesley les larmes aux yeux. « Ils peuvent simplement être des enfants maintenant. » Le centre médical de Fortune fonctionnait déjà dans des conteneurs adaptés tandis que le bâtiment permanent était en construction. Des médecins bénévoles assistaient quotidiennement, traitant des années de négligence et des maladies chroniques. Ashton regardait fièrement chaque nouvel équipement qui arrivait, se souvenant combien de vies auraient pu être sauvées s'ils avaient eu accès à des soins de base auparavant. Béatrice se révéla être une administratrice naturelle, ses années d'expérience à prendre soin de la communauté se traduisant par des décisions sages et équitables. Elle tenait des registres méticuleux, distribuait les tâches en tenant compte des compétences de chacun et s'assurait que personne ne soit oublié. « Tout le monde a de la valeur ici », répétait-elle constamment. « Tout le monde a quelque chose à apporter. » Les enfants étaient la priorité absolue du projet. En plus de l'école, ils recevaient des uniformes, des fournitures scolaires, un suivi médical et psychologique. Les traumatismes des années de privation commençaient à être traités avec soin et professionnalisme. « Regarde Annalise », pointa Ashton vers une fille qui ne parlait guère auparavant, maintenant elle ne peut plus s'arrêter de sourire. Nathaniel Emerson passa de plus en plus de temps sur le projet, souvent dormant dans une caravane sur le site pour surveiller les progrès des travaux. Son costume impeccable était maintenant fréquemment couvert de poussière, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction qu'aucune entreprise précédente ne lui avait apportée. « Ce que je t'ai dit, Ashton, dit-il, c'est le meilleur investissement de ma vie. » La nouvelle de la transformation commença à se répandre. D'autres entrepreneurs impressionnés offrirent des partenariats et des ressources. Des universités s'intéressèrent au modèle de gestion durable mis en place. « Regarde, » sourit Béatrice, « quand nous faisons le bien, cela se multiplie. » Les anciennes terres de la décharge étaient maintenant éclairées par des poteaux solaires lumineux, illuminant les rues nouvellement pavées tandis que des agents de sécurité patrouillaient régulièrement, assurant la protection de tous.
Les familles pouvaient dormir paisiblement dans des logements temporaires décents pendant que leur maison permanente était construite. Nous n'aurons plus jamais à craindre la pluie, commenta une mère en serrant ses enfants dans ses bras. Ashton observait tout du haut d'une petite colline, son collier brillant sous le soleil couchant. Nathaniel Emerson s'approcha, posant sa main sur son épaule. « Qu'en penses-tu? Est-ce cela que tu rêvais ?» Le garçon sourit, des larmes de joie dans les yeux. « C'est bien mieux, monsieur Nathaniel. C'est bien mieux. » Le soleil se coucha sur le nouveau centre de recyclage et d'éducation environnementale, projetant des ombres dorées sur les structures en construction. Béatrice rassembla tout le monde pour une prière de remerciement, comme elle le faisait chaque jour. « Aujourd'hui, nous ne remercions pas seulement pour la nourriture, » dit-elle, sa voix étranglée, « nous remercions pour l'espoir qui a renaît dans nos cœurs. » Tout n'était pas facile dans le processus de transformation. Un matin, Béatrice rencontra la résistance d'un groupe de travailleurs plus âgés habitués au système précédent. « Nous n'avons pas besoin de machines, » argumentait-il, craignant de perdre leur place. « Nous avons toujours fait comme ça. » La dame rassembla patiemment le groupe, expliquant comment le nouveau système ne remplacerait personne mais rendrait le travail plus sûr et plus digne. « Regardez vos mains, » dit-elle en montrant les vieilles cicatrices, « nous ne voulons pas que nos enfants portent les mêmes marques. » La peur du changement était un défi constant. Certaines familles, traumatisées par des années de promesses brisées, étaient réticentes à faire confiance aux nouveaux projets. Ashton prit la mission de parler à chacune d'elles, partageant sa propre histoire de transformation. « J'avais aussi peur, » avoua-t-il au plus résistant, « mais regarde-moi maintenant. Je n'ai pas seulement de la nourriture et une école, mais je peux aider les autres. » Nathaniel Emerson fit face à ses propres défis. Certains partenaires entrepreneurs questionnèrent le haut investissement dans un projet social aussi ambitieux. Lors d'une réunion tendue, il prit Ashton par la main et mena les critiques en visite sur le site. Il montra les enfants étudiants, les adultes travaillant avec dignité, l'espoir renaissant à chaque coin. « Ce n'est pas de la charité, » déclara-t-il fermement, « c'est un investissement dans l'avenir de notre ville. » Des histoires de surmontage commencèrent à émerger comme des fleurs dans un terrain aride. Wesley, l'homme âgé qui pouvait à peine marcher à cause des années de travail acharné, coordonnait maintenant une équipe de recyclage, enseignant aux plus jeunes des techniques de tri sécurisé. « Avant, je me brisais le corps, » dit-il fièrement, « maintenant j'utilise mon expérience pour protéger les autres. » La petite analyse, que Ashton avait mentionnée précédemment pour avoir partagé son pain avec les plus jeunes, dirigeait maintenant un projet de jardin communautaire dans l'espace réaménagé. Ses mains autrefois sales de déchets plantaient désormais une nouvelle vie dans la terre régénérée. « Chaque graine que nous plantons, » expliqua-t-elle aux petits, « est une promesse que nous ne manquerons plus jamais de nourriture. » Ashton se découvrit un leader naturel parmi les enfants. Il organisa un système de surveillance où les plus âgés aidaient les plus jeunes avec leurs leçons, créant un réseau de soutien mutuel qui allait au-delà de la salle de classe. « Quand l'un grandit, il tire l'autre avec lui. » expliqua-t-il, répétant l'une des phrases préférées de Béatrice, « ainsi personne n'est laissé pour compte. » Un moment critique arriva lorsque les premières fortes pluies frappèrent la région. Les travaux n'étaient pas encore complètement finalisés et il y avait un risque d'inondation. Toute la communauté se mobilisa, hommes, femmes et enfants travaillant ensemble pour protéger ce qu'ils avaient déjà accompli. « Regarde, » commenta Béatrice avec émotion, « avant, chacun luttait seul pour survivre. Maintenant, nous sommes une vraie famille. » Le succès du projet commença à attirer l'attention nationale. Des journalistes arrivèrent pour faire des reportages, impressionnés par la transformation, mais c'était la réaction des résidents qui était la plus surprenante. Il n'y avait pas de honte à raconter leur passé, seulement de la fierté à montrer leur évolution. « Nous voulons que notre histoire inspire les autres, » déclara l'une des mères. Nathaniel Emerson surprit tout le monde en inscrivant Ashton dans la meilleure école de la ville tout en le gardant impliqué dans le projet. « L'éducation ne se résume pas aux livres, » expliqua-t-il. « Quand certains ont remis en question, c'est à propos de comprendre ta valeur et de redonner à la communauté. » Le garçon partageait désormais son temps entre ses études et le travail bénévole au centre, étant un exemple vivant qu'il était possible de rêver plus grand. L'estime de soi de la communauté a visiblement grandi. Les gens ont commencé à être fiers de leur travail de recyclage, comprenant leur rôle fondamental dans la préservation de l'environnement. Avant, nous étions perçus comme les déchets de la société, reflétant l'image des travailleurs. Maintenant, nous sommes des agents de transformation environnementale. Béatrice a mis en place un système d'économie solidaire où une partie des bénéfices du recyclage était réinvestie dans des améliorations pour la communauté.
Les familles ont appris la finance, la planification et l'entrepreneuriat. Nous ne voulons pas seulement survivre, expliqua-t-elle, nous voulons prospérer avec dignité. Le centre médical enregistrait des améliorations significatives de la santé de la population. Les enfants qui étaient auparavant mal nourris prenaient du poids et retrouvaient leur couleur, et les personnes âgées recevaient un traitement approprié pour leurs maladies chroniques. C'est incroyable ce que la nutrition adéquate et les soins de base peuvent faire, commenta l'un des médecins bénévoles. Ces personnes avaient juste besoin d'une chance. Ashton a organisé une célébration spéciale lorsque le premier groupe d'enfants a terminé une année d'études formelles. Chacun a reçu un collier similaire au sien, symbole de persévérance et d'espoir. « Ce collier m'a sauvé », dit-il lors de la cérémonie. « Maintenant, il te rappellera qu'il y a toujours un chemin vers un avenir meilleur. » La transformation la plus significative, cependant, était invisible à l'œil. C'était le changement dans la façon dont les gens se voyaient eux-mêmes et étaient perçus par la société. Ils n'étaient plus les habitants de la décharge, mais des citoyens dignes contribuant à un avenir durable. Notre plus grande victoire, réfléchit Béatrice, a été de retrouver notre humanité. Les défis continuaient, mais ils étaient maintenant affrontés avec une force collective et un espoir renouvelé. Chaque petite victoire était célébrée, chaque obstacle surmonté renforçait davantage les liens de la communauté. « Sais-tu ce qui est le plus beau ?» demanda Ashton à Nathaniel Emerson alors qu'il regardait le coucher du soleil sur le nouveau centre. « C'est que maintenant, tout le monde a une étincelle dans les yeux, tout comme celle que tu as vue en moi le jour de l'inauguration officielle du centre environnemental Whitaker. » Le jour de l'inauguration était radieux. L'ancienne décharge était méconnaissable. Des bâtiments modernes et bien planifiés ont remplacé les tas de débris, des jardins en pleine floraison occupaient des espaces auparavant couverts de saleté, et les sourires sur les visages des résidents reflétaient l'ampleur de la transformation. Ashton, vêtu de son premier costume, ajustait nerveusement sa cravate en regardant la foule arriver. « Je me demande si elle voit cela de quelque part », murmura-t-il en pensant à Evangeline. La cérémonie d'inauguration a réuni des autorités, des hommes d'affaires, surtout, toutes les familles qui faisaient maintenant partie du projet. Béatrice, élégante dans sa nouvelle robe mais conservant la simplicité qui la caractérisait, est montée sur scène pour prononcer son discours. Ses mains tremblaient légèrement en tenant le microphone, mais sa voix était ferme. Cet endroit n'est pas seulement un centre de recyclage, c'est un monument à la dignité humaine, la preuve que personne ne doit être jeté comme des ordures. La reconnaissance internationale a surpris tout le monde. Des journalistes de divers pays ont couvert l'événement, fascinés par l'histoire de transformation. Une chaîne de télévision préparait un documentaire sur le projet, interviewant des familles qui vivaient auparavant dans des conditions inhumaines et qui avaient maintenant des emplois décents, des maisons décentes, et surtout, de l'espoir pour l'avenir. « Avant, nous étions invisibles », déclara Wesley aux caméras. « Maintenant, nous sommes un exemple pour le monde. » Nathaniel Emerson observait tout avec un mélange de fierté et d'humilité. Son empire commercial avait encore grandi après la mise en œuvre du projet, prouvant que la responsabilité sociale et le succès des affaires pouvaient aller de pair. Mais sa plus grande satisfaction était de voir Ashton, maintenant son fils adoptif, devenir un jeune leader respecté dans la communauté. Parfois, nous devons perdre quelque chose pour gagner beaucoup plus, réfléchit-il en pensant à la façon dont la fin de son mariage avait ouvert des portes vers un plus grand bonheur. Les histoires de transformation des familles ont ému tout le monde. Anaïs, la fille qui partageait autrefois des miettes de pain, coordonnait maintenant le projet de jardin communautaire qui nourrissait des centaines de personnes. Les enfants qui n'avaient jamais mis les pieds dans une salle de classe montraient fièrement leur bulletin scolaire. Les aînés, autrefois abandonnés à mourir, recevaient maintenant des soins médicaux et de l'attention. Chaque vie transformée ici, déclara Ashton dans son discours, est une victoire contre les préjugés et l'indifférence. Ashton était devenu un symbole vivant du changement. Son exemple inspirait d'autres enfants à rêver plus grand, à croire qu'ils pouvaient être plus que ce que leur environnement suggérait. Lors de la cérémonie, il a proposé la création d'un programme de bourse d'études pour les jeunes défavorisés des communautés défavorisées, utilisant sa propre histoire comme preuve que les opportunités peuvent changer les destins. Ce qui m'a sauvé n'était pas seulement l'aide matérielle, expliqua-t-il, c'était quelqu'un qui croyait en moi. L'émotion a débordé lorsque Béatrice a reçu un hommage spécial. Une chorale formée par les enfants du projet a chanté une chanson composée spécialement pour elle, la remerciant pour des années de dévouement silencieux. La dame, toujours si forte, n'a pas pu retenir ses larmes en voyant ses enfants de la décharge transformés en citoyens dignes et fiers.
chacun de vous, dit-elle d'une voix étranglée, porte une part de mon cœur. Le moment le plus émouvant a été lorsque des enfants ont pris la scène, chacun portant une pancarte avec des chiffres impressionnants. La quantité de matériel recyclé, les emplois créés, les vies transformées. La dernière pancarte montrait une photo de l'ancienne décharge à côté d'une image actuelle du centre environnemental. Le plus grand recyclage que nous avons fait ici, déclara Ashton, c'est celui de la dignité humaine. Parmi les invités, certains ont remarqué une enveloppe mystérieuse laissée sur l'une des chaises. C'était une lettre d'Evangeline. Nathaniel Emerson l'a discrètement ramassée, la gardant non lue. Ce moment était destiné à la célébration, pas aux fantômes du passé. Certaines histoires, pensa-t-il, doivent rester dans le passé pour que l'avenir puisse s'épanouir. La célébration s'est poursuivie tard dans la nuit avec de la musique, de la danse et beaucoup de nourriture, une célébration qui symbolisait non seulement l'inauguration d'un centre environnemental, mais la renaissance d'une communauté entière. Les enfants jouaient sans peur dans les parcs illuminés, les adultes conversaient fièrement de leurs emplois et les personnes âgées observaient tout avec des larmes de joie dans les yeux. Le point culminant de la nuit a été lorsque Ashton et Nathaniel Emerson ont inauguré une plaque spéciale à l'entrée du centre. Sur celle-ci, une inscription simple mais puissante, « Ici, personne n'est une poubelle », suivie d'une liste avec les noms de tous les résidents qui ont participé à la transformation. Chaque nom ici, expliqua Ashton, est une histoire de dépassement. Béatrix a rassemblé tout le monde pour une dernière surprise, une énorme fresque peinte par des artistes locaux, représentant l'histoire du lieu, passant des ombres du passé aux couleurs vibrantes du présent. Chaque coup de pinceau racontait une partie du voyage. Ainsi, nous n'oublions jamais, dit-elle, d'où nous venons et où nous allons. Les caméras de télévision ont capturé chaque moment, mais ce sont les petites scènes qui racontaient la véritable histoire. Un enfant montrant fièrement son premier livre, une personne âgée expliquant le processus de recyclage aux visiteurs, des familles entières rassemblées sans peur de l'avenir. Cela, murmura Ashton à Nathaniel Emerson, vaut plus que tout l'argent du monde. À la fin de la nuit, tandis que la plupart étaient déjà partis, Ashton a trouvé Nathaniel Emerson observant silencieusement le centre illuminé. « Tu penses à elle ?» demanda le garçon en faisant référence à Evangeline. L'homme d'affaires a souri tristement. « Je pense à comment parfois nous devons perdre notre chemin pour trouver le bon destin. » Nathaniel Emerson a finalement ouvert la lettre d'Evangeline. Ces mots étaient peu nombreux mais significatifs. « Tu as accompli ce que je n'ai jamais pu, transformant les déchets en or sans perdre ton humanité. » La lettre s'est terminée par une dernière révélation qui a fait réaliser à Ashton et Nathaniel Emerson que leur parcours de transformation était loin d'être terminé. Dans une autre réalité, des temps plus tard, le soleil se levait lentement sur une décharge lointaine, diffusant une lumière dorée qui ne pouvait guère pénétrer l'environnement oppressant des faubourgs d'une petite ville. L'odeur âcre des ordures se mêlait à l'air humide du matin, créant une atmosphère étouffante. Parmi les piles de débris, une silhouette distincte se déplaçait, fouillant dans les déchets avec des mains qui n'avaient jamais touché quelque chose d'aussi grossier. Evangeline, ou Annès comme certaines des personnes âgées l'appelaient, était méconnaissable. Ses ongles, autrefois parfaits et bien vernis, étaient maintenant cassés, sales et meurtris. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tirait des morceaux de plastique sale, essayant de rassembler quelque chose qui pourrait être vendu. « Comment ai-je encore fini ici ?» marmonna-t-elle. Sa voix tremblait de fatigue et de honte. Elle regardait autour d'elle, les yeux vitreux de désespoir, observant d'autres récupérateurs se disputer les morceaux les plus précieux. Ses vêtements, autrefois faits sur mesure par des marques renommées, avaient été remplacés par des haillons sales et déchirés trouvés dans les ordures. Le contraste était cruel et implacable. Evangeline ressentait le poids des jugements autour d'elle. Ce n'était pas seulement le regard des autres qui la condamnait, bien qu'il y en ait beaucoup, mais aussi sa propre conscience. En petits groupes, certains des récupérateurs plus âgés la reconnaissaient. Les murmures traversaient l'environnement aussi tranchant qu'un couteau. C'est elle, la personne qui a fui d'ici il y a des années. Elle est revenue à l'endroit qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Chaque mot la transperçait profondément, comme des coups de couteau précis dans sa fierté déjà blessée. Il n'y avait plus de masque, plus d'arrogance qu'elle avait l'habitude d'afficher pour garder les gens à distance. Maintenant, elle n'était plus qu'une parmi tant d'autres, luttant pour survivre. Les nuits étaient encore pires dans sa cabane de fortune, un abri fragile fait de morceaux de bois, de carton et de plastique. Evangeline faisait face à l'obscurité, chaque ombre semblait murmurer les noms de ceux qu'elle avait lésés, en particulier Ashton, le garçon qui avait affronté sa cruauté et l'avait exposé. « Pourquoi ne puis-je tout simplement pas oublier » hurla-t-elle une nuit,
mais sa voix se perdit dans le silence. Le vide autour d'elle était un rappel constant de ses choix. Une de ces nuits, alors qu'elle se blottissait pour échapper au froid, une femme âgée qui ressemblait à Béatrix est apparue à la porte de la cabane avec un morceau de pain rassis. La gentillesse attendue fit éclater Évangeline en sanglots amers. Des larmes amères coulaient sur son visage, sale alors qu'elle acceptait le pain. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-elle d'une voix tremblante, incapable de comprendre le geste. La femme sourit doucement. « Parce que personne ne mérite de mourir de faim, même toi. » Ces mots simples résonnèrent dans l'esprit d'Évangeline, plantant une petite graine de changement dans son cœur endurci. Les jours étaient longs et brutaux. Évangeline apprit à fouiller pour des restes alimentaires avec d'autres récupérateurs, à protéger son espace dans la décharge et à dormir d'un œil ouvert. Son corps, autrefois sculpté par des salles de sport luxueuses et des entraîneurs privés pour le traiter, portait maintenant de lourds sacs de déchets. L'odeur qui autrefois la faisait reculer faisait maintenant partie de sa nouvelle réalité. C'est comme ça qu'il se sentait, pensa-t-elle en se souvenant des personnes qu'elle avait exploitées. Chaque douleur physique semblait une punition juste, une petite expiation pour ses péchés. Parmi les déchets, elle trouva un morceau de journal. Les mots captèrent son attention, le centre environnemental Whitaker transforme des vies et apporte de l'espoir au faubourg. Évangeline lut chaque ligne avec un mélange d'envie, de regret et de quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. Les photos montraient exactement ce qu'elle avait promis de faire mais n'avait jamais accompli. Des enfants dans des salles de classe propres, des adultes avec des emplois dignes, un espace pour l'apprentissage et le progrès. Le nom d'Ashton était en évidence, décrit comme un symbole d'espoir. « Il l'a fait », murmura-t-elle, les yeux fixés sur l'image du garçon, parce qu'il avait de la lumière en lui, alors que je n'avais que de l'obscurité. Un jour, un petit enfant s'approcha d'elle dans la décharge, tenant un sac lourd de matériaux recyclables. « Peux-tu m'aider » demandèrent-ils, leur voix basse et pleine d'hésitation. Le visage innocent de l'enfant rappela des souvenirs d'Ashton. Pour la première fois depuis longtemps, Évangeline ressentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Elle prit le sac et aida l'enfant sans dire un mot. Cette nuit-là, elle partagea sa maigre nourriture avec eux. En regardant l'enfant manger, elle pensa, peut-être qu'il y a encore quelque chose d'humain en moi. Le regret vint comme une vague inévitable. Évangeline commença à observer les gens autour d'elle avec des yeux différents. Elle voyait sa propre douleur reflétée dans chaque visage fatigué, chaque corps courbé par le travail acharné. Elle décida d'utiliser ce qu'elle savait pour aider. Lentement, elle commença à enseigner aux autres récupérateurs à identifier des matériaux plus précieux, à négocier de meilleurs prix avec les intermédiaires. Les mêmes compétences administratives qu'elle avait autrefois utilisées pour exploiter servaient maintenant à améliorer la vie de ceux qu'elle avait méprisés. Un jour particulièrement difficile, parmi les débris, elle trouva un vieux magazine. Sur la couverture, Ashton souriait en tenant un prix pour son travail au centre environnemental. Évangeline passa ses doigts sur l'image, ressentant une boule dans sa gorge. « Il a transformé tout en quelque chose de bon », murmura-t-elle, alors que je ne faisais que détruire. Au fil du temps, Évangeline commença à trouver de petites touches de beauté dans le chaos autour d'elle. Un jour, elle trouva une bouteille vide de son ancien parfum préféré. Pendant un instant, elle ressentit la douleur de ce qu'elle avait perdu, mais au lieu de pleurer, elle décida de la transformer. Utilisant la bouteille comme vase, elle y plaça une fleur sauvage qu'elle avait trouvée poussant parmi les débris. C'était un petit geste mais symbolique. Peut-être que c'est ce que je dois faire, pensa-t-elle, transformer ce qui reste en quelque chose de valable. Des mois plus tard, une équipe arriva à la décharge. C'étaient des personnes du projet de Nathaniel Emerson, évaluant la possibilité d'étendre le programme de recyclage. Évangeline les observa de loin, cachés parmi les piles de déchets. Son cœur se serra en voyant le sérieux avec lequel ils travaillaient, le respect qu'ils montraient pour les récupérateurs. C'était tout un contraste frappant avec les visites superficielles qu'elle faisait autrefois, uniquement pour poser pour des photos et donner des ordres vides. Dans son dernier acte de rédemption, Évangeline prit une décision difficile. Pendant des mois, elle avait caché le seul objet de valeur qu'elle possédait encore, une bague en diamant, le bijou symbole de sa vie passée de pouvoir et de luxe. Elle allait maintenant l'utiliser pour sauver une vie. Elle vendit la bague et utilisa l'argent pour acheter des médicaments pour un enfant gravement malade. En livrant les médicaments à la mère de l'enfant, elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Certaines choses doivent mourir, pensa-t-elle, pour que d'autres puissent naître. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, le centre environnemental Whitaker prospérait. Ashton, maintenant jeune homme plein d'énergie et de compassion,
coordonnait des programmes d'éducation environnementale. Nathaniel Emerson continuait d'étendre le projet, apportant la dignité à plus de communautés. Béatrix, avec sa sagesse silencieuse, restait le cœur qui les unissait tous. La transformation complète arriva un jour ensoleillé lorsqu'Évangeline trouva un autre journal à la décharge. Le reportage mettait en avant l'impact positif du projet. Cette fois, en le lisant, elle ne ressentit que de la gratitude. « Ils font ce que j'aurais dû faire », dit-elle en elle-même, ressentant une étrange paix. Elle n'était plus Évangeline Osorne de Whittaker, l'aristocrate arrogante. Elle était simplement Anaïs, une femme qui, bien que brisée, commençait à se reconstruire. Le destin avait un sens particulier de l'ironie. L'ancienne reine de la décharge qui avait construit un empire en exploitant les plus faibles trouvait maintenant sa rédemption dans le même environnement qu'elle avait autrefois tant méprisé. Elle n'était plus Évangeline Osorne de Whittaker, la mondaine impeccable, mais simplement Anaïs, une parmi tant d'autres, apprenant tardivement que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans le bien que nous faisons. Lors de ces nuits solitaires, Anaïs commença à écrire des lettres qu'elle n'enverrait jamais. Des lettres à Ashton pour demander pardon, des lettres à Nathaniel Emerson pour reconnaître ses erreurs, des lettres à Béatrix pour admettre que la dame avait toujours eu raison sur la valeur de l'humilité. Elle utilisait des morceaux de papier trouvés dans les ordures et ces mots, autrefois utilisés pour manipuler et blesser, débordaient maintenant de sincères remords. Le temps avait changé non seulement son apparence, mais aussi son essence. Ses mains, autrefois symboles de privilège et de cruauté, étaient maintenant des instruments d'aide et de travail honnête. Son visage, dépouillé du masque de l'arrogance, montrait des rides d'expression différentes, des marques de sourire sincère d'avoir aidé les autres, des larmes de vraie compassion. La justice poétique était accomplie dans le contraste absolu. Alors que le projet qu'elle prétendait construire prospérait maintenant entre les mains de personnes au cœur pur, elle trouvait la paix précisément dans la simplicité qu'elle avait autrefois tant méprisée. Elle n'avait plus de pouvoir, d'argent ou de projecteur sur elle, mais pour la première fois de sa vie, Anaïs pouvait se regarder dans le miroir sans se sentir honteuse de ce qu'elle voyait. C'était une leçon coûteuse mais nécessaire. Parfois, nous devons tout perdre ce que nous avons accumulé pour trouver ce qui compte vraiment,